Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Impact Zone, le podcast du surf français. L'équipe habituelle est toujours là. Fredo à la technique, Rémi, moi-même. Et on est en direct d'Hossegor, en fait, en cette fin de juillet pour un épisode qui nous tenait à cœur. En tout cas, on voulait avoir cette personne autour de la table à notre micro depuis longtemps. C'est pas vraiment un surfeur, mais il fait clairement partie de l'histoire du surf tricolore et bien au-delà. Ouais, Romain, comme tu l'as dit, ça nous tenait à cœur parce que nous, comme vous le savez, on aime bien les années 90, on aime bien les années 2000 et on aime bien le surf. Et il y a un personnage qui a fédéré les années 90, le monde un petit peu nocturne, le surf, et qui a aussi popularisé via des émissions télé et tout ça, le surfing. On est aujourd'hui avec monsieur Roland Calodi du Rock Food. Salut, merci de m'inviter autour de cette table pour parler un petit peu de nos folles années. Alors, justement, les auditeurs les plus fidèles se souviennent peut-être que tu étais déjà intervenu il y a de ça 4 ans, je crois, pour l'émission qu'on avait fait sur Andy Irons. Ouais. Où justement, tu racontais les souvenirs que tu en avais à l'époque où lui traînait un peu dans les bars et par chez toi, dans les murs du Rock Food. Et justement, c'est toute cette histoire-là et ce qu'il y a aussi avant, parce qu'il s'est passé plein de choses avant pour toi, et l'après, dont on va parler pendant toute l'émission. Tu nous as dit que tu connaissais l'émission, donc tu connais un peu le format. On attaque très très vite en commençant justement en demandant à l'invité qui nous raconte ses débuts. Donc comment t'en es arrivé dans le surf et à Hossegor? Je crois que justement t'es pas vraiment originaire d'ici à la base. Non, là-bas j'étais sur Pau. Ouais. J'étais sur Pau et puis je suis arrivé ici en 84 à Hossegor et j'ai commencé à travailler au 15 en 85. Alors, tu peux expliquer pour les auditeurs qui ne connaissent pas ce que c'est, le 15 ? Le 15, c'est une discothèque qui était au casino d'Hossegor et qui était au début une simple discothèque. Et après, j'en ai fait un peu le rendez-vous de tous les surfeurs avec les compétitions, la première compétition du Rip Curl Pro, et puis c'est parti. Et qu'est-ce qui t'a fait arriver à Hossegor en 84 ? Alors, qui m'a fait arriver en 84, c'est un super ami, c'était Pierre Agnès, malheureusement, qui nous a quittés, qui était étudiant à Pau à l'époque et qui m'avait traîné jusqu'ici à Hossegor pour me faire découvrir un petit peu la station. Et puis après, je suis tombé amoureux d'Hossegor et puis je suis resté ici. Arrête-moi si je me trompe, mais avant d'arriver ici, tu étais déjà un peu impliqué dans la scène ride de Pau et... Oui. À Pau, j'avais monté un skatepark qui était un des plus grands skateparks à l'époque de France. Et ça s'appelait Dingo Skate Club. Et donc, j'étais un peu déjà dans le monde de la glisse, mais à travers le skate. Et j'avais fait venir déjà à Pau et même sur Hossegor, déjà à l'époque, l'ancienne, pour ceux qui connaissent, Poel Piralta, c'était toute l'époque de Tony Hawk, Nicky Guerrero, Lance Mountain, Bucky toute la Bones Brigade. Ouais, les Bones Brigade, voilà, je cherche le nom, les Bones Brigade, voilà, de Poel Piralta. Et après, je suis venu sur Hossegor, plus dans le surf. Et tu as eu un shop aussi à Pau avec ta sœur. Oui, j'ai eu un shop. Putain, vous connaissez bien mon passé, là. On a travaillé. J'ai l'impression d'être en garde à vue, là. Arrêtez, ça rappelle les souvenirs. Bon, bref, non, oui, j'avais un surf shop à Pau qui s'appelait Hawaiian Surf Shop et je faisais beaucoup de skate et de vêtements, de trucs et toutes les marques de surf. Je véhiculais un peu la glisse dans le monde urbain, donc à Pau, quoi. Donc ça, c'était avant d'arriver à Hossegor en 84. Avant d'arriver à Hossegor, oui. J'avais un magasin à Pau, un à Tarbes, et c'était le skate. Et puis, je vendais aussi du rêve de la côte landaise en vendant les marques de surf, Rip Curl, Quicksilver, Billabong, etc. Ouais, donc assez précurseur quand même sur les tendances un peu émergentes de ces voilà, marques-là. Mais comme on n'avait pas la mer, bon, moi, je faisais un petit peu la transition avec le skate. Moi, j'aimerais m'arrêter un peu sur cette partie skate, parce qu'il paraît que tu avais chopé les plans de la rampe de McGill. Alors là, je sais pas où tu as eu toutes ces infos, mais c'est vrai, parce que j'avais été aux États-Unis et je travaillais il y a très très longtemps, je travaillais dans un fast-food et puis j'avais été après, c'était vers Carlsbad, c'était près de San Diego. Et puis là, il y avait cette époque, il y avait Tony Hawk qui habite justement pas trop loin. J'ai connu aussi à l'époque Taylor Knox, c'est un peu tout ce milieu. Et puis il y avait l'explosion du skate. Et donc moi, j'étais un petit peu en avant-garde. Et puis j'avais été sur le skatepark de McGill. Et puis j'avais été invité par les mecs c'était quoi les chaussures? Etnies. Etnies. Et ils m'avaient présenté. Puis j'avais copié, j'avais tous les plans. Et puis j'avais tout reproduit à Pau.
Et ça, c'était parce qu'à l'époque, faire des skateparks en France, c'était pas simple. Ça poussait pas comme des champignons comme maintenant. Non, c'est vrai, mais bon, toujours avec mon côté démerdard, j'avais pris un petit peu de rang à la mairie de Pau, parce que bon, si vous voulez remonter très loin, moi j'étais disquaire, on dit même pas disque jockey, j'étais disquaire dans les boîtes de nuit, les plus grosses boîtes de nuit de Pau, le M3, le Tiffany's, tout ça. Donc j'étais vraiment connu dans le monde de la nuit. Et en même temps, je faisais mes débuts en boxe aussi à la section paloise, donc je connaissais beaucoup de monde, donc j'avais levé quelques fonds. Et puis j'étais quand même assez démerdard. J'étais allé voir les grosses entreprises de bois, genre Briconote ou comme ça, et j'aurais dit, je vous mets votre pancarte, votre promotion, ou en échange j'ai du bois. Donc j'avais fait beaucoup par échange, et j'avais pu arriver à faire. Et on faisait payer l'entrée à l'époque 5 francs pour voilà, et puis on avait plus de 1000 licenciés. Ah ouais? Ouais, c'était gros, ouais. Il y avait les petits pois sauteurs à Toulouse, un gros club sur Paris, et nous. Ok. Donc, voilà. Et donc, ouais, tu disais disquaire, donc ex-disc jockey, ex-DJ, Voilà. à Pau, à Ouais. Tarbes aussi. Tarbes aussi, Papagayo. ouais. Papagayo. Ouais. Punaise, je sais pas où c'est. On fait peur, là. Hein. Ça fait peur, là. ça rajeunit pas, surtout. Hein. Ouais. Et donc, ouais, arrivé en 84 à Osgore, qu'est-ce que tu trouves à Osgore et comment tu décèles un potentiel pour développer une carrière ici? Eh ben, au départ, j'étais disque jockey au casino, qui s'appelle le 15. Mm-hmm. J'ai commencé à être disque jockey en 85. Et puis après, j'ai connu un peu tout le monde du surf. C'est là où j'ai découvert Poupinel, François Lietz, son frère. Et puis on commençait à sortir à Seignos, à la Chaumière. C'était le père et la mère de Poupi qui tenaient ça. Et puis il y avait Poupi de la Pomme de Pin. Je remonte très très loin. Et puis donc et moi, mon but c'était de ramener tous les surfeurs au 15. Parce qu'il n'y avait pas d'endroit vraiment pour sortir pour eux. Donc, j'ai essayé de donner cette image à la boîte de nuit de surf. Donc, tous les surfeurs venaient. Donc, c'était un peu la boîte à la mode de surf, très locale. Et ça a explosé, quoi. Donc, parce que c'était une boîte de nuit il y avait le trauk, l'escargot, tout ça. Mais il n'y avait aucune boîte qui était spécifique au surf. Donc, j'ai voulu donner un genre, donc surfeur. Voilà, c'était la boîte de surf. Et elle était ouverte à l'année, cette boîte? Elle était ouverte à l'année, ouais, exactement. Mais elle fermait la semaine, l'été tous les jours et le week-end l'hiver. Ok, ouais, est-ce qu'on peut rappeler que donc 84, ça ne nous rajeunit pas? Effectivement, c'était il y a 40 ans. Osgore n'était pas ce que c'est aujourd'hui. Il n'y avait pas la même vie. L'hiver, c'était très calme en réalité. Ah oui, c'était très calme. D'ailleurs, l'hiver, il fermait. Souvent, il fermait 3-4 mois. Et moi, je partais à Bali. Première année où j'étais à Bali, c'était en 85. Voilà. Avec Tarzan, avec Poupinel, justement. D'ailleurs, parle-nous-en. Comment c'était Bali en 85? Ça devait être aussi très différent. Alors, c'est marrant que vous me parlez de ça parce que j'ai regardé des images de Bali en 85, parce que là, j'ai un peu de temps quand même, comme je viens à l'été un peu en dit détente. En 85, sur des cassettes VHS. Je me suis trouvé un magnétophone, je sais pas comment on dit maintenant. Magnétoscope, ouais. Un magnétoscope, pardon. Et j'ai mis les cassettes de 85 qui sont un petit peu abîmées, mais bon, pas trop, un peu de quelques stries. Et là, j'ai vu qu'on arrivait à Uluwatu à travers la jungle, qu'il y avait 4 Lossman, qu'on finissait à pied. C'était vraiment une autre époque. C'était rien à voir avec maintenant. Tu y es retourné récemment? Je suis pas retourné depuis 10 ans, depuis que je suis au Mexique. Ouais. Mais bon, j'ai quand même beaucoup d'amis qui sont là. J'ai Manu justement qu'on la Gravière là avec Delphine là qui fait du surf là, qui ont justement une maison là-bas. J'ai Payot aussi, mon ami Payot, François Payot. Et j'allais souvent avec François justement là-bas aussi. Et j'ai eu quelques nouvelles. Oui, ça a changé. Mais comme tout change, tout évolue. Oui. Après. Faut pas vivre en disant c'était mieux avant. Non, c'est une époque, ça change, faut s'adapter. On a pris de la bouteille, c'est une autre ambiance, on a l'occasion d'en parler, tout ça, cette évolution justement de tout. Et pour en revenir à tes débuts sur Osgore, ta mission c'était de faire venir les surfeurs au 15. Oui, parce comment tu t'y prenais en fait? Quelle a été ta connexion avec eux? Alors déjà ma connexion, je me suis mis au surf. J'ai jamais été un grand surfeur. J'aime bien surfer les grosses vagues, mais moi je surfe pour moi. Je suis des fois j'y vais, j'ai pas le temps. Donc après j'ai donné une priorité à ma vie professionnelle. Donc c'est toujours été pour moi un sport parce que c'est physique, c'est bien. Donc voilà, dès qu'il y a une session de surf, j'y allais, tout ça. Donc
pour aller surfer, mais également pour faire du commercial à l'époque. Et ouais, ça passait par là aussi. Ça passait par là. J'étais à l'eau, viens boire un verre, je t'offre un verre à la boîte, ça. Parce qu'au début, la boîte, il y avait personne, c'était rien du tout, que dalle. Et donc, le patron m'avait donné carte blanche, donc j'allais à la plage, j'avais rien d'autre à faire, donc. Puis voilà, après, je suivais à l'époque, il y avait des Coupes de France, les championnats de France. Moi, j'allais avec mes copains. Poupinel, François Lietz, Pierre Agnès, les mecs de la Grande Plage, tout ça. Et bien sûr, je faisais les Coupes de France et les championnats de France. Mais bon, j'ai jamais passé un tour, je vous le rassure. Si, une fois, dans une série, où il y avait Pierre, il y avait Poupi, ils étaient 4 et bon, ils m'ont laissé passer, donc c'est la seule série je crois que j'ai dû passer dans ma vie. Mais bon, après c'était comme ça. Après, je m'en servis pour conduire et tout au retour. Et puis voilà, c'est comme ça que j'ai fait un peu le début du 15 quoi. Et donc 2 ans après, il y a le Rip Curl Pro qui est première grosse compétition professionnelle en France. Ouais. Et tu te retrouves toi sur la plage à faire le speaker, le commentateur. Pareil, comment tu te retrouves à faire ça et comment t'appréhendes en fait le job, parce que ça reste un job quand même. Ça reste un job, c'est vrai. Et au début, c'était vraiment 85, c'était le début du surf, vraiment de la compète et tout ça. Donc les juges, c'était au crayon, tu vois ce que je veux dire. Pour les résultats, il n'y a pas d'ordinateur, tu savais pas la vague. Des fois, tu apprenais la victoire de ta série à la fin de la série. La victoire du Rip Curl Pro, ils étaient les 4 sur le podium et ils attendaient que les juges terminent leurs calculs pour donner les résultats. Et après, moi, j'avais quelques connaissances à travers les compétitions. J'avais quand même entendu quelques commentaires dans les compètes, tout ça. C'était à la Cano. Ça, j'allais voir les compétitions locales, quoi, de championnat de France, tout ça. Donc, je voyais un peu comment ils faisaient. Et après, j'ai proposé mes services. Comme ils savaient que j'étais animateur, tout ça. Donc, je faisais l'animation. Mais c'était totalement différent. C'est-à-dire que je présentais la compétition. Et après, à un moment, il y avait un temps mort d'1 heure. Moi, je descendais en bas et je faisais Miss Rip Curl Pro, le concours de Zing, tu vois, c'était pas autant professionnel que maintenant, tu vois, c'était vraiment... Et ton rôle, c'était plus d'animer la plage que d'annoncer les scores ou quoi que ce soit. Ouais. Mais il n'y avait pas Internet. Il n'y avait pas encore la web... Le webcast et tout ça, il n'y avait pas tout ça. Donc, l'animation... Même les téléphones, il n'y avait pas ces réseaux sociaux, tout ça. Donc, l'animation, elle se passait sur la plage. Tu vois ce que je veux dire? Les seules choses qu'on avait en souvenir, c'était des caméras VHS qui filmaient les trucs, tu vois. Mais c'est pour ça que c'était complètement différent de maintenant. Il n'y avait pas chaque nation avec son speaker, tout ça. Là, c'était sur la plage où se passait le show. Alors, quand il n'y avait pas de vague, je descendais en bas, je faisais le con, j'animais pour le concours de Miss Rip Curl, Mister Rip Curl, des trucs comme ça. Et puis voilà. C'était très, très bon enfant, très, très rock'n'roll. Et ça nous amène à 1990. Ouais. Où, le début de l'aventure du rock food. Ouais. Comment te vient l'idée? Est-ce que c'est inspiré d'un autre endroit? Alors, juste une chose avant d'enchaîner sur le rock food. Je voulais juste dire une chose, c'est que 2 ans après, je sais pas exactement la date, parce que moi je me rappelle de tout, mais des fois j'ai problème avec les dates, c'est peut-être l'âge. On a eu un problème, c'est que le Rip Curl Pro a failli être annulé pour faute de budget. Et moi j'ai décidé, le patron du casino à l'époque, de donner une enveloppe. Je me rappelle plus, c'était 5 000 francs ou 10, je sais pas, je veux pas vous dire de trucs parce que comme c'était en francs, donc je veux pas faire de trucs. Et on avait sponsorisé le Rip Curl Pro pour que la compète continue. Sinon, ça aurait pas continué. Donc alors moi, j'étais aux premières loges et pour moi, c'était du pain béni parce que comme on était sponsor, toutes les soirées se faisaient là-bas, tous les trucs. J'avais l'exclusivité au complet. Bon, je l'avais déjà, pas pour la première année, mais là, c'était officiel. Donc, voilà. Après, on enchaîne sur le rock food. Ouais, parce que ça, c'est intéressant ce que tu dis. Au départ, tu étais vraiment avec les surfeurs locaux. Ouais. Et à partir du moment où il y a eu le Rip Curl Pro, c'est devenu la boîte des surfeurs internationaux aussi. Ça a changé de rythme parce que là, c'était local. Et nous, on a
on est passé à une cadence supérieure avec la caravane des surfeurs qui arrivaient, tu vois, avec 20 planches sur le toit, accrochées. C'était encore la place des Landais était ouverte en bas, donc ils se garaient tous devant le Rock Food à l'époque, tu vois. Bon, le bordel, donc il n'y a plus de circulation, rien du tout. Et après, on voyait arriver la caravane de surfeurs, parce que là, il n'y avait pas de QS, de trucs, c'est tous les surfeurs, le QS se faisait avant la compétition. Donc, il y avait toutes les phases d'élimination. Donc, il y avait des mecs, tout le monde pouvait s'inscrire pour faire le Repeal Pro. C'était pas comme maintenant où, tu vois, pour gagner du temps, donc ça durait. C'est ça, ils avaient des systèmes de trial. De trial, voilà, exactement. On cherchait le mot des trials, tu vois, pour arriver après au 64, 32e finale. Donc, c'était quand même un truc. Donc, on avait tout. Donc, c'était du pain béni pour nous. À l'époque, le Rock Food, donc, t'imagines, c'était pas 50 surfeurs ou 30 surfeurs, c'était 200 ou comme ça qui arrivaient, plus les copines, les mecs, tout ça, c'était vraiment impressionnant. Donc, le Rip Curl a pu continuer, je peux dire, un peu grâce au 15, quoi, la discothèque, quoi, au casino. Et donc, on arrive au Rockwood. On arrive au Rockwood. En tout cas, aux prémices, je sais pas, voilà, raconte-nous comment l'idée te vient et comment tu montes ce truc-là, parce que ça se fait pas non plus d'un claquement de doigts. Alors, au départ, c'était l'appartement de l'ancien maire d'Hossegor, donc voilà, et puis c'était des locaux qui étaient à vendre. Et je me suis dit, j'avais envie un petit peu de me lancer. J'avais 25 ans. J'ai envie de me lancer, donc j'ai dit j'avais envie de montrer mon petit chez moi, quoi. Donc voilà. Donc j'ai ouvert le Rock Food et j'ai voulu le faire un petit peu. J'avais quand même déjà pas mal voyagé, tu vois, entre 85 et 90. J'ai été en Australie, j'ai été à Bali, j'ai été un petit peu à Hawaï. Donc j'ai voulu retransmettre l'ambiance de tous les pays à travers mon établissement. Donc j'ai monté le Rock Food avec une déco un peu spéciale. J'avais pas de thunes, donc que du bois. C'est encore merci le patron du casino qui m'a prêté un peu d'argent justement pour monter mon bar. Mais j'avais un deal avec lui, c'est-à-dire que moi, je travaillais jusqu'à minuit. Et à minuit, je partais au 15 jusqu'à 5 heures du matin. Et à 6 heures du matin, 7 heures, je partais sur la compète pour animer la compète jusqu'au soir. Je passais des moments, des nuits pas très, très longues, mais bon, c'est comme ça. Des petites siestes, des fois l'après-midi, avant de reprendre. Et puis voilà, bon, après, voilà. Et le Rock Food est parti. Et ça a démarré sur le chapeau de roue de suite? Ça démarrait direct sur les chapeaux de roue, mais avec beaucoup de problèmes. Parce que au début, j'avais pas de licence d'alcool, donc je pouvais pas vendre d'alcool. Donc quand les surfeurs venaient, ils venaient pas pour sucer des glaçons, mais bon, maintenant je peux le dire parce que donc il fallait, comme la loi l'exprime, mettre de la nourriture devant et puis mettre une bière après. Donc après, ça a été les premières années un peu folklore, donc avec la jalousie. Donc un burger, 14 bières. Un burger, 25 bières, ce qui est normal. Classique. Classique, tu vois, je veux dire. Et donc après, ça a été au début un peu dur. Et puis bon, c'était une révolution pour Hossegor. Je sais pas si c'était quand même à Hossegor. Il y avait Place des Landais, il y avait 2 bars. Il y avait le Casablanca, il y avait moi, il y avait Marisol qui était une crêperie. Il y avait rien. Il y avait rien du tout. Et puis la Place des Landais, elle a explosé, tu vois. Donc ça a été, pour tout le monde, ça a secoué un peu tout le monde. Donc régulièrement convoqué à la gendarmerie, ce qui est normal, bruit, les effets nocturnes, tu vois, des fois quelques bignes, quoi, mais bon, rien de vraiment transcendant. Mais surtout, c'était le bruit et puis surtout le manque de contrôle de cette faune. J'aime pas le mot faune parce que c'est péjoratif, mais de cette masse humaine qui venait parce que c'était fou, c'était impressionnant. Et comment tu l'as eu l'emplacement? C'est quand même un emplacement ultra premium. Oui. Alors, pour remonter très très loin, le patron d'en face, si vous voulez, je vais faire tout historique, avait l'hôtel de la plage et le Mercedes. C'était un ami à moi. Parce il organisait des tournois ATP de tennis à Hossegor. Il a organisé des combats de boxe au casino. Et il fallait toujours un animateur. Donc, je vais proposer mes services à chaque chose. Et on a lié d'amitié et tout ça. Il avait d'autres. Et donc, il louait tous ses locaux. C'était des locaux. Voilà, qu'il louait 3 par 3, tu vois. Il voulait faire, et moi, j'ai dit, sois sympa, je monte un truc. Donc, moi, j'ai pris 4 locaux et j'ai monté mon bar là. Et puis, je lui donnais un loyer saisonnier. Tu vois, donc, j'étais obligé de fermer l'hiver. Donc, ça m'arrangeait. C'était un bail précaire. Et voilà. Et jusqu'après, j'ai démarré comme ça. Alors, au début, c'est pour ça que c'était en bois parce que j'avais pas une thune. Donc, j'ai fait avec du pain. Toujours les copains, tout ça. Je te fais un peu de pub. Tu me donnes ton bois, le charpentier, je te donne un verre et tout. Et je suis parti comme ça. Voilà. Et direct, il y a eu donc pour les gens qui n'ont pas connu, on vous invite à aller voir
des photos, on en partagera, et même toi sur tes comptes Instagram, tu partages aussi, mais c'était vraiment un univers en bois, des boards partout, ça transpirait le surf et tout ce qui va avec. Toujours en revenant au problème d'argent, c'est comme t'as pas de thunes, 25 balais, donc la déco, c'était avec la démerde, les surfeurs qui me passaient des planches. Au début, c'était des planches pétées, puis après, je prenais des planches. Après, c'était un honneur d'avoir une planche au Rockfoot pour les surfeurs. Après, j'ai amélioré des photos avec, tout ça. C'est intéressant, ça. À partir de quel moment ça a changé? C'est-à-dire qu'au début, ils te dépannaient une planche pour de la déco, et puis à partir de quel moment c'est devenu un peu trophée Hall of Fame d'avoir une sabord dans le Rockfoot? Oh, très vite, 5 ans après, je crois. 5 ans après, ouais. Ouais, même les marques avaient leur visibilité. Il y avait la PLG, toutes les marques, après, on sponsorisait le Rockfoot, les soirées, les trucs, les séminaires, tout ça. C'est devenu, après, un peu plus commercial, tout ça, mais ça gardait, tu vois, jusqu'aux années 2000, tu vois, ça a gardé vraiment l'esprit, vraiment, surf à fond, tu vois, à fond. On vivait que pour ça. C'était les compètes, on les retransmettait pas. Je passais avec des magnétoscopes, je passais des vidéos de surf, tu vois, les premières vidéos de Quicksilver, là, Madwax, tous ces trucs, tout ça. Donc après, tout le monde, ça se tire un peu la bourre, tu vois, Rip Curl, tout ça. Donc, je vous dirai quelques anecdotes. J'avais quand même pas mal de soucis aussi avec ça pour les marques. Mais c'était super bien, c'était marrant. Et donc, ton schéma, c'était lequel? C'était t'inviter les surfeurs pros? Du coup, les autres venaient. Ouais, mais bien sûr, j'invitais les têtes d'élite, tout ça, dans mon établissement. Et puis moi, je les connaissais à la compète. Donc, tu vois, je veux dire, j'avais des Chad Thompson, c'est Barjo, tu vois, la nouvelle génération, Tony Moniz, tu vois, son fils maintenant là, tu vois. Maintenant, t'as les fils qui sont là, tu vois, et j'avais les pères qui étaient là, Arsène Arewe, j'avais, mais plein de surfeurs donc qui venaient, Gary Alkerton, enfin tous les surfeurs venaient, et Rabbit, tu sais, qui faisait partie de l'ASP, tout ça, c'est des légendes. Donc, Tom Carroll, tout ça, c'est déjà la 4e génération de surfeurs. Donc et des gars beaucoup plus énervés, genre je sais pas, des Rodker ou bien sûr, John Chimuka qui repose en paix, mais c'est des barjots, c'est nos limites, c'était des fous. On va en parler sur toutes les questions, je suis prêt à répondre à tout là. Et non, mais justement, comment le Rockfoot c'est devenu le repère en local, ça on imagine bien, mais en fait le repère de même tous ces gens-là qui étaient de passage et qui très vite ont même parlé du Rockfoot aux quatre coins de la planète en fait. Le problème qu'il y a, c'était nos limites. Nos limites. Il n'y avait pas de limite. C'est-à-dire que j'ai fait des choses dans ce bar que personne fera et personne refera. Bon, déjà parce que tout a changé, hein. Il n'y a plus tous ces trucs de réseaux sociaux, tout ça qui sont bien pour la communication, mais qui pourrissent un peu le quotidien si tu veux faire des conneries, tu comprends? Donc, donc voilà. Mais nous, c'était toujours des moments qui peuvent devenir embarrassants avec tes des moments qui peuvent devenir embarrassants, mais c'était quand je dis nos limites, c'est-à-dire que bon, moi, je trichais pas. C'est-à-dire qu'on peut faire commercial, ouais, tiens, t'invites tes surfeurs, oh, qu'est-ce que tu bois? Je prends un petit Perrier. Non, si tu bois, je bois. Donc, j'ai bu beaucoup de bière, tout ça. Je faisais la fête avec eux à fond. Et au grand désarroi, bien sûr, des juges de compétition qui voyaient souvent les séries s'effilocher, tu vois. Parce que le problème, quand tu finis à 2h du mat, après tu allais au 15, tu finis à 5h du mat, et que tu as ta série à 8h, le call, et puis que j'y suis. Parce que quand même, c'est quand même moi qui présentais, on n'était pas beaucoup d'animateurs au début, hein. Il y avait pas, après, il y a eu cet engouement, tout le monde voulait animer, tout ça, c'était bien, super. Moi, ça m'arrangeait, tu vois, je passais le micro, je pouvais faire des siestes, on était à 2, 3, mais au départ, j'étais tout seul, hein. Ouais. Tout seul, on était 1, 2. Et donc, souvent, toi, t'étais là pour le call à 8h, et les gars avec qui t'étais au bar plus tôt, ils étaient pas là? Non, des fois, c'est série de 4, hein, il manquait. Ouais, je me souviens que Rodker, j'avais lu un truc, il dormait sur et ils avaient, lui, et je sais plus, peut-être bien Chimuka, qui était qualifié pour la finale, et ils se sont réveillés à 10h sur un rond-point. Ouais. En disant, merde. Et en fait, ils ont loupé la finale, il y avait Barton Lynch et je sais pas qui. Barton Lynch, tout ça, il y en a qui vont dire, ouais, c'est pas l'image du surf, du sportif, tout ça, mais bon, à l'époque, on s'en branlait un peu, tu vois. Eux, il leur intéressait, c'était le prize money. Mais ce qui leur intéressait surtout, c'est de faire des choses qu'ils faisaient pas dans leur pays. Parce que là-bas, c'était quand même, la France, c'était quand même, il y avait pas d'interdit. La première fois qu'ils voyaient des filles avec les seins nus, tu vois, sur les plages, des mecs à poil au cul nu, tu vois. Donc
Donc on allait avec Brett Gerlach à poil, on surfait. Enfin moi j'allais avec eux à poil rien que pour rigoler. On shootait à poil. J'ai des vidéos avec Brett Gerlach qui surfait super bien. Il a fini numéro 2 mondial, jamais été champion du monde, mais c'est quand même une légende. Et puis bon, il y avait aussi, dans beaucoup de cas, je logeais des surfeurs. J'avais un petit studio, j'avais un appartement après plus grand, et j'ai logé beaucoup de surfeurs. Ça allait de Rodker, Shimuka, Sarge, Kelly Slater. Il a dormi à La Benne, chez moi. Et donc, ça relie un petit peu l'amitié. Ça serre les liens. Tu les chopes chez toi à dormir. Ils sont au resto, ils sont en boîte de nuit. Tu les vois sur la compète. Pendant une semaine, t'es jour et nuit avec eux. Ouais. Donc, tu vois, après, c'est pas commercial comme tu vois, c'est pas fake, tu vois. Voilà. Puis tu prends une caisse avec, tu gerbes avec, tu fais tout. Bon, bref, faut pas trop le dire, mais bon, c'était un peu l'extrême, mais bon, c'est comme ça. C'était une époque. Je peux dire que c'est une époque. Mm-hmm. Ouais. Ah, c'est rigolo parce que et justement, tu dis, il y avait les anciens qui étaient habitués, et puis forcément, tu as les jeunes qui arrivent, et en gros, c'est les anciens qui disaient, contact trop lent, il a un appart, il s'occupe de direct, toi. Bien sûr, ouais. Et oui, les frères Bannister, là, de Narrabine, tous les trucs, tous les jeunes Australiens. C'était beaucoup Australiens à l'époque. La caravane a été très, très forte. Et hébergé Parco aussi. Bien sûr, Parco. Ouais. Comment tu le sais? Monsieur Daz nous a dit 2-3 trucs. Ah d'accord. Okay. Ouais. Je me disais, il y a quelqu'un qui a balancé, c'était obligé que ce soit Daz, parce qu'il y a que Daz qui connaît vraiment le fond de tout ça, parce que lui, c'était Daz, c'était le numéro 1 de la classe. Parce que Daz, lui, il a une connaissance incroyable, ça. Il faisait la fête, mais il avait des limites. Daz a toujours été, c'est un peu un mentor, c'est un peu un mec, tu vois, qui connaît tout. Donc, je comprends maintenant pourquoi vous balancez des tuyaux, parce que c'est rare, tous ceux qui connaissent. Alors, on avait fait notre devoir quand même, mais j'avoue qu'il a quand même 2-3 insights, des choses qu'on n'aurait pas pu trouver. Ouais. Donc, voilà, je veux dire, ça veut dire que la relation, le côté antenne locale et bien au-delà, ça allait pas que parmi les surfeurs des années 90. Parco, quand tu l'as hébergé, on était dans les 90s, mais c'était déjà plus sur la fin, j'imagine. Ouais. Et donc c'était c'est des monstres. Donc je veux dire, bon, tu vois bien à l'époque, même maintenant, bon, tu vois, Kelly Slater, bon, il y a Kelly Slater, mais il y avait d'autres mecs comme Parco, tout ça, même avant, Tom Carroll, Tom Curran, Tom Carroll, c'était quand même des générations pour les nouveaux, les jeunes, ça veut rien dire, mais pour nous, c'était quand même des monstres. Quand tu arrivais, Chad Dodson, tous ces prophets. C'était vraiment. Et puis après, mais il y avait ça, mais après je les suivais. Après, je m'arrêtais même pas là. J'allais à Zaraos, tu vois, chez eux, et je restais une semaine avec eux. Tu vois, t'avais dormi 1 heure par nuit pendant je sais pas combien de jours, et t'enchaînais quand même le même rythme. Oui, mais à Zaraos, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Là, je travaillais pas, tu vois, il y avait pas le bar, tu comprends. Je prenais un peu jour, j'avais plus en 10 détentes là-bas, tu vois. Mais je suivais quand même la caravane. Là, je dormais avec eux, parce que j'avais pas de logement. Je dormais dans leur chambre avec eux, tu vois. Voilà. Donc ça permettait de suivre un petit peu le truc. Et Zaraut, c'était pas triste non plus. C'était Osegor en espagnol. Et puis comme je disais, les surfeurs, ce qu'ils faisaient en France, ils le faisaient pas chez eux. C'est marrant ce que tu dis, parce que l'année dernière, j'étais à Hawaï et j'ai rencontré un mec qui avait eu une petite expérience de semi-pro et qui était venu en Europe. Et lui, il dit exactement ce que tu dis. Lui, c'est le trip de sa vie. À 18 ans, il a débarqué en Europe. Il avait jamais bu une goutte d'alcool avant ou quoi que ce soit. Et là, tout était libre. Ah ouais. Et puis là, c'était pas. Ça buvait beaucoup à l'époque. Bière. D'ailleurs, j'étais un des plus gros vendeurs de Cronenbourg de toute la côte. C'est de France. J'étais dans les 3 premiers, en ouvrant que l'été. Donc ça veut dire que ça consommait beaucoup de bière. Et à quel moment, toi qui continuais à voyager l'hiver, tu t'es rendu compte que la réputation du rock food, elle allait bien au-delà d'Osgore et qu'on pouvait être amené à te parler de ça à Bali ou ailleurs? Partout, à Bali, on disait, j'arrivais, je disais, tu connais, j'arrivais à Hawaï, j'arrivais à un truc comme ça. Bon, Hawaï, c'était plus facile parce que j'avais Sonny Garcia, j'avais quand même des gens qui étaient venus à Osgore, tu vois, et qui au Kilupo, tout ça. Donc c'est des monuments. Donc quand j'arrivais là-bas, le tapis rouge, tu vois. Mais après j'arrivais à Bali et puis moi je collais mes stickers partout, tu sais, rock food, tout ça. Et après j'arrivais dans les endroits, je disais where you come from? Je dis Osgore. Ah, Osgore, ouais, rock food. C'est fou. Les gens
c'est pas prétentieux de dire ça, parce que c'était, tu connais Osgore? Ah ouais, Rock Food. C'était Rock Food. C'était Rock Food. C'est fou. Je fais une marque de fabrique impressionnante de trucs. Mais bon, ça m'a coûté quand même. C'est-à-dire? Alors, pas marié, pas de gosse, rien du tout. Elles sont toutes barrées, quoi. C'était un choix de vie, tu vois, je veux dire. Il fallait supporter le rythme. Je veux dire, après, c'est plus comme maintenant, hein. Et il y a forcément un moment où on a vu que le surf c'est un peu plus professionnalisé et que les surfeurs étaient un peu plus cadrés. Ils avaient peut-être toujours autant l'envie de sortir, mais ils pouvaient moins le faire quand même. Tu mettrais ça sur... à quel moment tu as vu, toi, le shift? Alors, au moment où, à mon avis, après c'est un avis personnel que je donne, c'est à mon avis où les marques de surf ont commencé à tirer la langue, parce que ça a été un peu dur dans le monde du surf. Et puis, il y a eu l'explosion du surf qui a été un boom terrible. Et après, il y a eu toutes les copies, ça s'est un peu étalé. Donc, les pros, Quicksilver, Billabong, Ripker, ont voulu donner une image plus professionnelle, parce que mine de rien, le surf, c'est quand même un sport de haut niveau, c'est un sport physique, c'est un sport qui mérite autant de respect que le vélo, tu vois, pour moi, à mon avis. Mais l'image des surfeurs était un peu dégradée par les abus d'alcool, après la fumette, les joints, tout ça. Bon, moi, personnellement, j'étais plus Ricard, cigare, bagarre. C'est-à-dire que moi, je préférais boire, faire le con. J'étais pas trop fumette, tout ça, mais c'était aussi à l'époque où il y avait les surfeurs rock'n'roll, australiens, tout ça, tout truc. Et il y avait une autre type de surfeurs plus baba cool, tu vois, les camping-cars, les trucs peace and love, tu vois, fumer, tout ça. Donc voilà, donc cette image du surf, elle a pas nui, mais les marques de surf ne voulaient pas être associées ni à l'une ni à l'autre. Mmh. La mienne était tolérée parce que j'avais quelques relations et que j'essayais de gérer les choses, pas longtemps. Mais après, ils ont voulu faire un truc beaucoup plus professionnel pour l'image et tout ça. Et puis après, il y a eu l'évolution, on va en parler. Après, les téléphones, les trucs, tu comprends, c'est... Mais toi, tu as déjà entendu dire que des marques te demandaient si tu voyais des athlètes à eux de passage au bar un peu trop tard, de leur dire de rentrer chez eux ou quoi? Tu avais ces petites demandes Ah non, mais moi, ça a été pire que ça. Ça a été, des fois, c'était de me dire tous ceux qui étaient au bar le soir, tout ça, moi, j'ai vu personne. Il n'y a pas de photo, donc personne. Et s'ils voulaient savoir, ils avaient qu'à venir. Donc, des fois, j'avais des opérations au commando, des gens qui... Mais bon, je disais des conneries, mais après, le lendemain, quand ils n'étaient pas là pour la série, j'étais crevé en flag. Hein. Donc, mais après, ça a été plus professionnel, ça s'est resserré. Mais avant tout ça, comme tu le disais un peu plus tôt, toi aussi, tu bossais beaucoup avec les marques de surf. C'est-à-dire que c'était aussi tes clients parce qu'ils organisaient leurs meetings, leurs soirées, les projections de films et autres. Et puis bon, c'était aussi les marques de surf quand même, c'était un peu leur image. Mais c'était pas que de la beuverie, hein, le rock food. Si à un moment après ça partait en Suède, mais souvent tu vois c'était un lieu de rencontre, tu vois, ils venaient manger un burger, un truc comme ça, tout ça. Et puis l'avantage qu'il y avait, c'est que mon bar, c'était la rencontre du monde entier, et je faisais découvrir le surf, mais d'une autre manière. C'est-à-dire que tu étais à table en train de manger avec Shane Dorian, Kelly Slater, Shane Powell, et qui étaient des stars à l'époque. Et puis d'un coup, toi, tu venais manger ton burger, tu étais à côté d'eux. Tu vois, je veux dire, il n'y avait pas VIP, super VIP, 14 bracelets, tu vois. C'était le mélange un peu de tout. Et puis, il y avait aussi le mélange d'autres sportifs, tu vois. Le monde du rugby, tu vois, le monde du golf, le monde du football, des stars du showbiz, Smaïn, les trucs qui venaient. Et puis, tout le monde se mélangeait, les hommes politiques, tu vois. Et tout le monde se mélangeait c'est ça que j'ai voulu recréer à travers le rock food. Mais l'huile essentielle, c'était le surf. Et c'est vrai que la promesse, quand tu y allais, c'était de se dire, tiens, je vais peut-être tomber sur ils étaient sûrs. Ils étaient sûrs. Et on disait tout à l'heure, entre nous, les filles venaient aussi pour ça. Bien sûr.
Et ben, par accident, en fait, il n'y a pas de surfeur pro. Donc, toi, en tant que petit surfeur lambda, tu peux te dire, bon, voilà, il y a du monde, il y a des filles, il y a des mecs. Et c'était, mais c'était le but, l'espoir, un peu, c'était bien ça, sûr, quoi. de rencontrer un truc. Et puis c'était surtout des fois d'échanger, tu vois. Je veux dire, tu les vois que dans des magazines, tu vois, et puis d'un coup, tu le vois à côté de toi. C'est incroyable. Et justement, toi, tous ces gars-là, ils étaient accessibles pour tes autres clients. Plus lambda, ouais. Il y avait pas ce cohue, tu sais, de gens, tout ça. Il y avait des règles que je disais, tu vois, je leur disais, parce que j'étais beaucoup au micro quand j'y vais. Je dis, voilà, vous allez être autour avec des surfeurs, des gens, tout ça. Essayez de vous comporter bien, des petits autographes, tout ça, mais essayez d'éviter d'assaillir les gens, tu vois, donc, tu vois, de pas trop les étouffer, tu vois, Alors après, comme ils savaient qu'ils pouvaient les voir, ça devenait plus soft, quoi. Parce que quand c'est inaccessible, ça devient, tu sais, il y a une frénésie autour, tout ça. Donc là, t'arrivais, voilà. Puis tu voyais pas toujours les mêmes, tu vois. Ouais. Voilà, ça tournait. Et moi, j'ai une question, c'est que tu disais tout à l'heure que c'est devenu hyper rapidement le rendez-vous des surfeurs du coin, des surfeurs internationaux de passage, aussi finalement des surfeurs, des anglo-saxons qui étaient venus habiter ici. Je pense à Billy, Maurice Cole et plein d'autres, Gary Elkerton ou Tom Curran ou quoi. Reed, tout ça. Ouais, exactement, ouais, Reed Pinder. Et il y avait pourtant le crime aussi à peu près à la même époque. Et ça arrivait un peu après, peut-être, le crime? Le crime, c'était après. Hein. Ok, comme le Dixon, c'était pareil. Tout ça après. Donc au début, tu étais juste tout seul sur ce créneau. J'étais tout seul. Il y avait aussi la Pomme de Pin. Je sais pas beaucoup de monde ont connu. La Pomme de Pin, en 85, c'était un bar qui a sur Osegor, juste à côté du casino. Ok. Non, ça a changé de nom. Et là, c'était un ami à moi aussi qui tenait la Pomme de Pin, mais il est mort. Et j'étais parti à Bali avec lui en 85 et il est mort. Donc lui, on se tire un peu la bourre au début. Et bon, après, il est décédé. Donc je suis resté un peu seul pendant des années. Donc voilà. Mais lui avait une autre clientèle. Justement, lui avait une clientèle plus peace and love, plus cool, tu vois, plus tu vois, longboard, tu vois, style, pas très compète. Moi, j'étais plus rock'n'roll, compète. Lui, il était plus free surf, genre Rob Machado, tu vois, un style de vie différent, tu vois, les voyages. C'est lui qui m'avait amené la première fois à Bali et tout. Donc voilà, donc on était bien complémentaires. Ouais. Okay. Voilà. Et donc le Crime Café au Borden, tu te souviens de l'année? Le Crime Café, après, il est venu Crime Café. Donc après, le gâteau était un peu partagé, tu vois, je veux dire. C'était ton plus gros concurrent, lui, dans le coin? Tu sais quoi? Je vais dire une chose. J'ai jamais considéré les autres bars comme concurrents. Parce que déjà, j'avais 10-15 ans où j'avais roulé ma bosse, tu vois, je veux dire. C'était un lieu incontournable, mais après, il faut savoir évoluer avec son temps. Et puis après, le gâteau, il se partage. Il y avait, comment il s'appelle, Robbie Page. Ouais. Qui s'était associé avec un gars qui a monté le Crime Café. Donc, ils avaient une partie de la clientèle qui allait là-bas. Donc, ils faisaient une soirée. Donc, un soir, j'étais un peu moins de monde. Il y avait plus de monde là-bas. Bon. En quelle année ça a ouvert, le Crime? Alors ça, c'est une bonne colle. Je sais pas. Je veux pas dire de bêtises, mais je me rappelle pas. Également, on fera des recherches, mais je sais pas exactement quand. Bon, dans tous les cas, tu refusais du monde tous les soirs. Donc, t'as pas vu non plus ça. Tout le monde partir là-bas du jour au lendemain. Et puis, bon, vous avez vu l'évolution du surf. Hein. Moi, je contenais que 300, 400 personnes. J'en avais autant dehors. Sur la place des Landais, il y avait 1000 personnes. Donc voilà. Et puis, moi, j'essayais de créer des trucs un peu aussi différents, tu vois, des concerts avec des plateaux, tu vois. Puis bon, j'ai fait quand même venir, avec des marques, quand même, Kessia Jones qui est venu, Donovan Frankenreiten. Puis on tapait des bœufs, parce que comme je joue du saxo, il y avait Kelly Slater, t'avais Tom Curran, t'avais Okilupo qui chantait, donc c'était vraiment, on faisait des bœufs comme ça, c'était bien. T'es passé sur l'émission de Chavannes dans les années 90, je crois que c'était Coucou c'est nous, un gros truc, qui était une des plus grosses émissions du PAF à l'époque, pour raconter un peu justement ton rôle qui t'était et ce que tu faisais. La fête. La fête. Je me suis bien fait massacrer. Parce que, pas massacré, mais je me suis bien fait, parce que j'ai vu des choses, pas des choses, mais des trucs qui me, à l'époque, j'étais jeune déjà. Pour moi, la fête, je concevais la fête, je pouvais pas faire la fête sans boire. Et ça, faut pas le dire à la télé. Donc, à la pub, il m'a chopé, il me dit, tu redis ça, on arrête ton micro, ça. Le Chavannes t'a dit ça, ouais? Ouais, il m'a dit, Roland, vous posez le micro, mais non, sans la fête. En plus, on s'était envoyé à l'apéro,
avant l'émission, c'était envoyé je sais pas combien de cognac et tout, on a bouffé, donc j'étais un peu chaud quand j'étais arrivé à l'émission déjà, donc je le dis maintenant. Et donc voilà. Et après j'avais d'autres en face, j'avais à l'époque Cathy Guetta, David Guetta, tout ça qui était en face, qui disait ah, non, nous on fait la fête sans boire, tout ça, nous c'est la musique, tout ça. Bon, je dis, mais non, c'est impossible. C'est comme si tu es aux fêtes de Bayonne et tout ça, et t'enlèves la bière et l'alcool. C'est une vraie beuverie. J'ai vu l'association des alcooliques qui m'était tombée dessus. J'ai encore des gens aussi qui dansent des années 50, 60, ça, qui ont des passions pour le truc. Chacun avait sa motivation pour la fête, ce que représente la fête. Et moi, la fête, pour moi, c'était, la fête, c'est l'alcool, l'ambiance, le délire, tu sais, être un état un peu second pour être plus facile à lâcher les choses, tout ça. Donc, je m'étais un peu fait... Mais bon, c'est ce qu'ils voulaient. Ils voulaient la provoque, donc c'était les opposés, tout ça. Ouais, et en même temps, ça devait être un sacré coup de pub quand même aussi pour toi, parce que c'était peut-être même la plus grosse émission à l'époque oui. que tu regardais, quoi. Bon, par contre, j'étais vraiment... j'étais vraiment un mannequin, mais au top. Hein. Il manquait rien. C'est pour ça qu'on en reviendra sur les trucs. J'avais un t-shirt Quicksilver, j'avais une casquette Billabong, j'avais les lunettes, j'avais les lunettes Quicksilver, je crois que j'avais une casquette Billabong, j'avais un t-shirt Rip Curl, les trois marques leaders, tu vois, pour un truc. Et puis je bougeais beaucoup, comme ça, ils floutaient pas, tu vois. J'avais toutes les techniques pour faire de la pub. J'avais bien rendu l'appareil. Donc c'est pour ça, c'est plein d'anecdotes qui ont fait que... Mais après, ça m'a joué des tours aussi un peu après. Et comment t'entretenais les relations? Parce que tout le monde bossait avec toi dans l'industrie. Ouais. Enfin, toutes les marques faisaient une soirée au Rock Food, et il y avait des marques qui avaient plus ou moins de visibilité via ton bar, qui était un média. C'est tout à fait pertinent. J'en reviens à cette... Vas-y, je t'attends ta question. Et donc du coup, comment tu gérais, ménager la chèvre et le chou entre toutes les marques, parce que c'était tous tes potes aussi. Ouais, c'était tous mes potes. Et écoute, j'avais Pierre Agnès qui était Quicksilver, donc j'étais chez Quicksilver. J'avais les combis Rip Curl. Tu vois, après, il y a Billabong, avait Reed qui était venu, tout ça. Donc, à la cabine de la Sono, j'avais toujours 3 t-shirts, 3 casquettes de chaque marque. Et quand le mec, je le voyais arriver, place des Landais, je m'enlevais le t-shirt, je remettais Billabong, la casquette, c'était 100% truc, tout ça. Et puis voilà, des fois, ça arrivait qu'ils étaient dans le même temps, j'étais crevé. Et bon, je me suis fait après traiter de pute thaïlandaise, tout. J'ai eu droit à tout parce que c'était un peu mon côté commercial, tu vois. Je voulais vexer personne, tu vois. Je veux dire, j'ai essayé de faire plaisir à tout le monde, mais des fois, j'étais un peu chaud. J'oubliais d'enlever les t-shirts et tout. Mais comme je disais, il y avait moins de visibilité, moins de photos, moins de trucs, tu vois. Les photos, c'était les photographes qui venaient, qui shootaient, tu vois, les photos, tout ça. Donc j'avais le temps de me changer, une photo avec un mec de Billabong, j'avais le t-shirt Billabong. Alors, bon, après, j'ai pas bataillé, je mettais que du Rock Food, comme ça, après, j'étais moins emmerdé. Et donc, Rémi disait, il y a pas mal de marques qui organisaient des trucs là-bas. J'imagine qu'il y a aussi beaucoup de marques qui auraient bien voulu s'acheter de la légitimité en organisant des fêtes. Ça t'arrivait de refuser des propositions de marques en disant ça, c'est pas du tout raccord avec l'image du bar? Beaucoup, parce que c'était pas... j'aurais pu gagner beaucoup plus d'argent, j'aurais pu... déjà que ça évoluait d'une façon commerciale trop rapidement, tu vois ce que je veux dire. Après, il y a tout qui est rentré en ligne de compte, on était obligé de s'adapter à l'évolution de tout, tu vois. Mais oui, j'ai refusé beaucoup, parce que moi, je voulais rester qu'avec les vrais. C'est pas que les vrais, mais pour moi, le surf, c'était Quicksilver, Rip Curl, parce qu'au début, c'était les fondateurs, c'était 2 potes, et Billabong. Pour là, c'est le truc. Après, il y avait Globe pour les chaussures, tout ça. Et après, il y avait d'autres marques qui se sont... Mais je prenais que les marques les plus rock'n'roll. Après, il y avait Volcom, un peu de Volcom, tout ça. Mais... Je pensais même à des marques hors surf en réalité. Ouais. Oui, il y en a eu beaucoup, mais Non, j'essayais de pas trop m'éparpiller. J'avais assez d'emmerdes. J'avais pas envie de mettre une garde-robe de 400 t-shirts derrière la Sono. C'est pour ça que j'ai voulu garder l'exclusivité avec ces 3 marques. Et donc, tes deals avec ces marques, c'était quoi? C'était plus organiser des soirées pour eux? C'était assurer de la visibilité moyennant des échanges ou... Oui, ils faisaient toutes les soirées chez moi, donc financièrement, c'était bien. En plus de ça, comme ils organisaient la soirée, j'étais sûr d'avoir les riders de leur team chez moi. Donc, j'avais Billabong, Rip Curl, Quicksilver. À l'époque, c'était les leaders. Oui, donc, j'étais sûr d'avoir les trucs. Et en échange, je mettais une planche, je mettais un truc. Et
Après, les mecs du marketing changeaient les visuels de chaque cadre en bois avec des lumières. Je changeais à chaque fois la déco, tu vois. Voilà, quoi. Ouais, donc eux, en fait, les marques. Ils s'y retrouvaient quand même, ouais. ils s'y retrouvaient, tu vois, je veux dire, donc là-dedans. Et puis, après, on a fait des films qui ont été tournés au Rock Food, tout ça, donc ça a été... Et l'appart au-dessus du Rock Food, il était à toi parce qu'il y avait pas mal de surfeurs qui logeaient là-bas. Ouais. Je me rappelle de Simon Young de chez Volcom, il avait logé là-bas quelques temps. Ouais, il dormait en haut, mais le truc qu'il y a, c'est que moi, je voulais pas qu'ils prennent la route après, bon, qu'ils se foutent en l'air sur la plage, ça d'accord, mais après, je voulais pas trop, donc des fois, l'appart était grand, on était 15, 20. Dans mon studio, des fois, on était arrivés, on était 12, un studio à 12. Mezzanine, on était 3, en bas 3, le truc sur le balcon 3, sans compter les planches, t'imagines le merdier, quoi, c'était vraiment fou. Hein. Et donc voilà, non, il y avait... Après, à la Benne aussi, pareil, la Benne, j'avais une maison, donc j'avais une navette, je payais un mec pour emmener les gens à ma navette, parce qu'on avait eu une voiture de location, justement, avec des surfeurs qui étaient sortis du Rock Food, qui s'étaient plantés, ils avaient pris le terre-plein, tout ça, ils avaient laissé la voiture avec la musique dedans, tout. Et ils dormaient chez moi à la Benne, convoqués à la gendarmerie, tout ça. Plein d'anecdotes, j'en ai des centaines. Ça va, celle-là, elle reste drôle tant que personne ne se fait mal. Ça reste drôle. Bien sûr. Et puis bon, c'est nul de dire ça, mais bon, c'était comme ça. À l'époque, c'était bon. Maintenant, c'est plus strict. Tant mieux, tu vois. Donc, mais après, tu peux pas être le gendarme contre d'une caravane de surfeurs, de 400 surfeurs. Et ça, c'est une bonne question parce que toi, les surfeurs, c'était aussi l'image de ton bar. Ouais. Bon, il y a de l'alcool, forcément, il y a des débordements. Je me doute qu'il faut pas que les surfeurs connus fassent trop de débordements dans ton bar, sinon ça fait mauvaise presse aussi. T'arrivais à gérer ça, à gérer les gars pour pas trop qu'ils switchent et tout ça? Oui, souvent j'envoyais des gifles avant eux, je me battais pour pas qu'ils aient des trucs, je séparais parce que souvent ils étaient mélangés à d'autres personnes qui connaissaient pas ces surfeurs. Donc quand tu vois arriver des fois, excusez-moi l'expression, des Australiens ou des trucs un peu bourrés, tout ça, c'est un être humain. Donc après, c'est toujours des choses. Donc j'essayais de gérer. J'avais un service d'ordre, tout ça. Donc ça va, on arrivait toujours à calmer. Il y avait quelques gifles qui partaient, mais c'était bon enfant. Il n'y a jamais eu de coup de couteau, il n'y a jamais eu de bouteilles cassées. C'était souvent des bagarres à l'ancienne, tu vois. Quand je disais tout à l'heure, Ricard, cigare, bagarre, c'était alcool, 2 gifles, et puis voilà, le lendemain, c'était fini. Hein. Parle-nous un peu du côté business. On en parlait un petit peu juste avant. Tu disais que les marques faisaient partie intégrante du Rock Food. Tu disais aussi que c'était un des plus gros débiteurs de bière du Sud-Ouest, voire de France. Donc, ça marchait très, 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 très fort, j'imagine. Est-ce qu'il n'y a pas eu la volonté, à un moment donné, de te dire, d'en développer une franchise et de te dire, il peut y avoir des Rock Food ailleurs sur la façade atlantique en France, mais pourquoi pas dans toutes les surf cities du monde Alors, la marque avait l'air très très forte, la marque Rock Food. La marque Rock Food était très très forte, mais il y a un problème. J'y ai pensé, j'ai eu des contacts de personnes, mais moi j'étais très, je dis pas sélectif, j'étais très perfectionniste, c'est-à-dire que moi je voulais vraiment que ce soit véhiculé comme ça. Alors je pu faire un cahier des charges et tout ça, mais bon, je pouvais pas obliger le patron à faire la fête et faire le con comme moi je faisais, tu vois, je veux dire. Donc après, ça a été le Rock Food, ça a été une machine de guerre, mais j'ai fait quand même une grosse erreur dans le Rock Food, et je l'avoue, c'est que j'ai trop personnalisé mon affaire. C'est-à-dire que le Rock Food, ne le prenez pas comme quelqu'un de prétentieux, mais je suis objectif et j'en ai souffert aussi parce que ça m'a empêché d'évoluer pour devenir un très grand homme d'affaires peut-être et avoir des rock food un peu partout en France comme le Hard Rock Café du surf. J'y ai pensé, j'étais contacté par des grosses chaînes qui voulaient justement lancer ce truc-là. Mais le problème, c'est que le cahier des charges et après ça aurait été trop aseptisé, tu vois ce que je veux dire? Ça aurait été le rock food, les planches de surf, les trucs, ça aurait été plus Hard Rock Café du surf, un musée. Et moi, je voulais que ce soit la fête, tu vois, l'ambiance. Et puis, ça aurait été dur de recréer ça. Moi, je voulais qu'il y ait la mer toujours en face pour monter un rock food, tu vois. Et ça aurait été très dur de faire ça. Et puis, bon, il faut quand même un minimum de connaissances, tu vois ce que je veux dire. Connaître les surfeurs, connaître leurs trucs. Moi, je connais sur 4 générations, sans prétention. Tu me poses des calls, je peux te répondre, tu vois, qui est qui, qu'est-ce qu'ils ont fait, les trucs, tout ça. Et puis, je connais leur vie privée, leur divorce, leurs trucs,
qui a piqué la femme de l'autre, les coups de poing dans la gueule parce que l'autre avait piqué la femme, des bagarres. C'est toute une histoire, tu vois. Moi, j'étais un peu un vecteur, tu vois. J'étais là, tu vois. Et puis après, j'essayais de pas prendre position, tout ça. J'étais plus quand il y a des problèmes, parce que c'était chaud dans l'eau. C'était très chaud. Il y avait pas les interférences là, ça fusait. Oui, il y avait pas de prio. Il y avait pas de prio, donc ça. Tu taxais le mec. Je veux dire, c'était grave. Tu vois. Après, il y a eu les interférences. Au début, il sortait de l'eau, il se mettait sur la gueule, c'était quelque chose. Hein, et voilà, et après, il y a l'histoire de gonzesse qui était différent. Et voilà, donc c'était tout un monde, tu vois. C'est la grande famille. On aurait pu faire une émission de télé, tu vois, je veux dire, sur le surf. C'est pour ça que j'ai pas évolué à vouloir prendre un truc. Et puis, personnellement, j'ai toujours privilégié ma vie personnelle. Pas sentimental, hein, je parle personnel, c'est-à-dire les voyages, tout ça. Donc après, déjà c'était vachement intense, c'est intense quand même de se faire une saison, tu vois, avec il y a le surf, mais après il y a eu d'autres compètes, et puis après tu véhicules l'image du surf, t'as plus de surfeurs, mais t'as les locaux, et puis les gens viennent parce que t'es le rock food et tu véhicules cette image. Donc, et en plus, en attendant à te trouver toi derrière le bar, voilà. Comme tu disais, tellement tu personnalisais le Voilà, c'était le lieu. ça. Donc, comme j'avais connu Keith Slater, que j'avais connu Tom Carroll ou Tom Curran, tout ça, donc ils venaient vers moi comme si j'étais une star du surf, alors que loin de là. Moi, j'étais une star de la fête, quoi, un fêtard, mais bon, après, j'ai jamais été ni prétendu être un grand surfeur. Mais je m'en fous, je vis, moi, j'aime la vie. Et comme Romain le disait, donc tu entretenais des bonnes relations avec les marques, tu représentais la fête sur Hossegor, et il y a quand même à Hossegor, en règle générale, il y a tous les juniors qui viennent pour faire les compètes et tout ça, donc des gens plus jeunes, souvent moins de 18 ans, et qui aiment bien la fête aussi, et qui veulent aussi aller au Rock Food. Et toi, comment tu te positionnais par rapport à ça? T'avais tes potes qui étaient plus ou moins en charge de ces gamins-là, parce qu'il y avait la Maison Quick qui était de l'autre côté de la rue, et je sais parce que j'y étais, et j'ai été au Rock Food aussi derrière. Comment tu te positionnais par rapport à ça? Tu surveillais un peu les gamins ou? Je surveillais, mais enfin, ils n'avaient pas besoin de moi pour suivre leur aîné, hein. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, non, je me doute que ils avaient pas besoin d'un coup de pédale pour les lancer. Hein. Et après, il y a une génération qui commençait à, je veux dire, s'éteindre, tu vois, et puis c'était déjà une nouvelle génération qui arrivait, tu vois. Donc, il y avait une transition de surfeurs, et on passait à une autre génération de surfeurs. Ah mais ma question, en fait, elle est plus, tu vois, par exemple, des Jérémy Flores qui sont arrivés très jeunes et qui étaient très jeunes avec des adultes. Forcément, quand tu es derrière un bar, que tu vois un gamin de 16 ans arriver avec les plus vieux et tout, tu te sens une responsabilité ou tu disais, je veux pas savoir. Non, j'ai essayé de pas de faire gaffe, mais bon, mais bon, la première génération, c'était vraiment du violent. On a fait vraiment très, très fort, très fort. Après, avec le temps, ça s'est estompé parce qu'avec le temps, tout évolue, tu vois. Je suis sûr, les gens évoluent, les mœurs évoluent, tu vois. La génération, tu vois, était moins comme les anciens, tu vois, ils buvaient moins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils rentraient un peu plus tôt, qu'ils dormaient un peu plus longtemps entre la fermeture du bar et la compète, qu'ils buvaient un peu moins, ils sortaient, mais ils avaient quand même l'aspect plus compétition, tu vois, je veux dire, plus compétitif, tu vois. Mais comme Jérémy Flores, c'était un fêtard, certes, mais c'était quand même un professionnel, c'était un pro, tu vois, donc il avait quand même soif de résultats, tu vois, je veux dire. Ouais, bon, il y avait Mickey Picon, tout ça, c'était quand même des grands surfeurs, tu vois. Donc, ils faisaient la fête, mais plus avec modération, parce que ils avaient quand même plus l'esprit compétition, plus sportif, et puis chacun a sa personnalité, tu vois. Ils aimaient moins se boire que les autres, ou que certains autres. Voilà. Et puis bon, après, à l'époque où ça évoluait, c'est à l'époque où ça commençait à évoluer, tout ça, donc comme Mickey Picon, Jérémy, tout ça, ils ont voulu donner aussi une image plus professionnelle, tu vois, et puis se détacher un petit peu de cette beuverie. Bon, c'est pas péjoratif, mais cet esprit fête un peu nos limites, tu vois, pour être plus le gars qui est à Paris ou qui était à Lyon, qui va acheter un t-shirt ou comme ça, ils préféraient les marques, ils ont eu raison d'être plus associés au côté sportif, tu vois, au côté performance qu'au côté au côté fête et tout ça. Donc la fête c'était bien, mais après la compétition. Voilà. Donc c'était plus ça a été plus appelé structuré. Au départ, déjà
l'ASP, personne n'était structuré. Parce que même des fois, les juges étaient flambés. Hein, des fois, il y avait 3 juges au lieu de 4. Hein, tu vois, il manquait des juges. Hein, il y a pas que les surfeurs. Hein, tout le monde montait. Au Beach Marshall, des fois, le mec, il était pas là. Donc, c'était un autre qui venait, qui connaissait pas les surfeurs, qui donnait les numéros, les licras. Donc, tout ça, c'était une époque, un monde. Après, c'est devenu plus pro, tu vois, plus, comme j'ai dit, plus professionnel, plus sportif. Et puis voilà. Et puis bon, après, il y a eu plus de compétition. Parce qu'après, il y a eu, c'était plus, moi je sais parce que je connais toute l'histoire du surf. Après, comme tu disais, il y avait plus des trials. Il y a eu un tour qui était en parallèle. Donc, il fallait que tu te qualifies pour ce tour pour être sélectionné dans le top 40. Il y avait déjà un premier passage. Donc, si déjà à la base, tu te mets des ratatouilles et que tu t'arsouilles, tu vas jamais passer professionnel. Donc, leur but à eux, c'était de passer professionnel. Donc, c'est pour ça que cette transition, elle a été faite automatiquement. Tu penses avec l'arrivée du QS, déjà, bien ça sûr. A calmé le jeu sur... Donc, ça a calmé direct le jeu. Direct. Parce qu'avant, t'arrivais, t'avais 400 surfeurs. Ça partait du premier surfeur jusqu'au final. Alors là, à partir des 16e, 32e, il y avait que les super bons qui étaient là. Tandis que maintenant, c'est autre chose. Tu vois, maintenant, il faut passer par le QS et même si t'es pas sélectionné tu peux redescendre. Toi, non, c'est vachement plus professionnel. Mais ça, c'est rien à dire. Ouais, puis aussi, les pro surfeurs continuent à faire la fête, un peu moins qu'avant, sans doute, mais ils la font aussi de manière beaucoup plus discrète, puisque comme on disait tout à l'heure, là, aujourd'hui, t'as les appâts, enfin, toi, tu finis sur Instagram avant même d'avoir fini ton verre ou quoi, si t'as pas fait gaffe. Non, et puis bon, ils essayent de donner une bonne image, tu vois, du surf. Après, il y a des écarts, tout ça, mais c'est moins, ils feront moins, tu vois, je vois moins, maintenant, je vois pas un bar maintenant, où on voit les surfeurs dans un état second, tu vois, à tomber par terre ou faire des trucs comme ça. Maintenant, c'est plus, ou alors ils font dans des soirées entre eux, mais c'est moins violent qu'avant, vraiment moins violent qu'avant au niveau alcool et tout, c'est plus soft. Et on parle vachement des surfeurs masculins qui venaient sans canailler, mais il y avait aussi quand même des surfeuses, voilà. Les surfeuses, exceptionnelles. C'était exceptionnel, je te rassure, c'était, parce qu'il y avait le circuit féminin, mais c'était les mêmes en mec, hein, c'était vraiment, et là, c'était vraiment rock'n'roll. Et, on va devoir lâcher des noms quand même à un moment donné, on veut des noms parmi les surfeurs et les surfeuses. Qu'est-ce que c'est qu'il y avait à l'époque? Il y avait, qui a été championne du monde, il y avait Lisa Anderson, il y avait, Len Bechley, d'accord. Donc voilà, il y avait, je peux remonter plus loin. Rochelle Ballard. Il y avait aussi celle qui était de Nouvelle-Zélande, qui est mariée avec un rugbyman costaud, qui a été championne du monde. Sortez un peu vos trucs. Wendy Botta. Et donc voilà, il y avait... Qui a fini dans Playboy d'ailleurs à une époque. Oui. Ah ouais, tout à fait. Donc voilà. Et c'était des grands... Non, c'était... Quand on était au 15, tu t'imagines, il y avait le 15, la discothèque, donc les surfeurs venaient faire la fête au Rockfood, ils venaient au 15, et après, ils sautaient du balcon dans la piscine. Tu connais le 15 ? Ah ouais. Il y a une piscine, sauf que la piscine, il y a 1 mètre d'eau. Ouais, c'est le petit côté. C'est le petit côté. Ouais. Mais il y a eu des chevilles cassées, des trucs. Mais il y avait un portier pendant la compète qui empêchait les gens de sauter, et puis... Mais on est toujours passé, on est très borderline, mais on est toujours passé, il n'y a jamais eu de gros scandales, gros trucs, jamais. Des clashs, oui, des anecdotes énormes, mais bon, sinon pas de... Et tout à l'heure, tu disais un truc qui est intéressant, la place des Landais, elle a muté durant toutes tes années d'exercice. Limite, chaque soir de l'été, c'était devenu un mini-fête de Bayonne, quoi. Et avec, bien évidemment, les débordements, Toi, comment tu voyais le truc ? Déjà, comment tu gérais le truc ? Parce que t'avais... tout à l'heure, t'as parlé de faune, mais c'était un peu ça. Il y en avait qui venaient que pour la castagne et tout ça. Ouais, au début, on était... au début, j'avais pas de portier. J'étais Rockfood et j'ai fini, j'avais 8 portiers. Ah ouais. Mais c'était pas des portiers pour séparer les bagarres, c'était pour prévenir toujours. Tu vois, je veux dire, moi, dans mon établissement, je touche du bois, j'ai jamais eu de grosses bagarres, tu vois, ou tout cassé ou des trucs. Mais on maîtrisait de suite la situation, tu comprends? Et comme le Rockfood a évolué, et après, également dehors pour aider. Et après, j'ai demandé qu'on ait des vigiles, tu vois, pour gérer la place des Landais comme une grosse discothèque.
C'était une grosse discothèque. C'était exactement voilà, c'était une grosse discothèque et tous les bars, on en tirait profit. Après, il y a eu le Dixon Bar qui a explosé aussi. Donc, tu vois, ils faisaient la navette, tu vois. Mais moi, je les voyais pas comme concurrence. Mon but, moi, c'était d'avoir le maximum de bars autour de cette place Vendée pour faire un peu une sorte de une fête énorme, tu vois, je veux dire. Et d'ailleurs, vous vous fédériez entre commerçants de la nuit. Ouais, on s'entendait bien. Ben, j'étais président de la place des Landais. Donc monsieur, excusez-moi. Hein. J'étais pas le dictateur, j'étais tout simplement celui qui organisait tout. J'ai fait venir Boniem, j'ai fait venir, comme on parlait tout à l'heure, les villages people, j'ai fait pour les anniversaires, j'ai fait des fêtes énormes, Patrick Hernandez, j'ai fait venir Jack Johnson. Et donc après, je pouvais me permettre de dire, voilà, c'est comme ça, parce que je faisais tout. Je faisais une soirée indonésienne, je déguisais toute la place des Landais, je leur demandais genre 100 € à chacun, mais moi ça me coûtait 10 fois plus. Après je mettais avec les marques de surf, on a fait quand même sauter des motos de la place des Landais jusqu'au bout quand même. On a fait un DMX, tout ça. Voilà, c'était quand même des trucs extraordinaires, des trucs qu'on verra plus jamais. C'est vrai que à partir de 2002, il y a eu le Quick Pro France. Et ça, le Rock Food était clairement un des endroits, un des lieux de rendez-vous. Et la place des Landais avec tous les shows dont tu parles, les concerts, les shows de FMX. Mais de rien, ça a aussi permis de vachement rallonger la saison pour toi. Bien sûr. Tu gagnais un mois et demi quasiment. Bien sûr. Là. Parce que les gens, souvent, ils partaient pas, ils restaient là. Puis où ils allaient en Espagne, il y avait Zaraos, tu vois, et puis ils revenaient après. Tu vois, Non, c'était bien. Donc souvent, ça marquait c'était le bouquet final de la saison, le Quick Pro. Oui, et terminé. Après Bali. Après Bali pour l'hiver. Bali pour l'hiver. On venait au mois d'avril. Et je me rappelle d'un autre truc que tu organisais. Tu avais organisé un air show de nuit pendant plusieurs années d'affilée sur invitation. Un peu comme à l'image de ce que fait le surf de nuit à Anglette. Tu l'avais fait par toi-même sur Segor. Ouais. On avait fait un air show de nuit. On avait fait... je peux dire que j'étais un peu précurseur. Et tout ce que je dis, je le dis pas. Je le dis sans prétention. C'est pas moi mais c'est comme ça. Tu vois, j'ai fait venir le Père Noël en surf, tu vois. J'étais le premier à faire ça. Et dans une année, il y avait Yann Benetrix. J'ai une bonne anecdote. Là, il a failli se noyer. On lui avait foutu des coussins sous la combi, sous le truc du Père Noël, tu sais, accroché avec du Chatterton. Mais moi, j'ai jamais pensé, tu vois, que... Le coussin laisse gorger d'eau. Gorger d'eau, quoi. Tu t'imagines, quand le grand moment de solitude. La première année, c'est moi qui l'avais fait. On laisse tomber, quand Père Noël, il s'est tellement pété la gueule, quand il n'y avait plus de barbe, plus rien du tout. J'ai dit, c'est bon, je vais pas être ridicule 10 fois. Donc, et j'avais un Père Noël qui était au bord de la plage, caché derrière une grande poubelle. Et quand il arrivait sur la plage, l'autre Père Noël passait par l'autre côté, tu vois. C'était tout un show. C'était un Euro Disney, du truc. Et puis après, j'offrais des cadeaux à tous les gosses de Segor. Tu vois, c'était un peu des trucs que j'ai fait pendant des années. Puis pour le air show, c'était pareil. On a surf de nuit, tu vois, avec... voilà, on fait plein de trucs, mêlé avec des bandas, tu vois, tir à la corde, tu vois, des forces basques, lancero du cochon. Je peux te dire des choses que... on n'était plus trop surf. Là. On était vraiment la fête avant le surf. Ouais, c'est ça. Mais après, il y avait quand même toujours cette image de surf qui véhiculait, parce que il y avait toujours quand même des surfeurs qui venaient. C'était toujours, j'essayais d'animer des trucs pendant la compète. Plein de choses que je faisais que je ferais plus. Bon, maintenant, ça paraît ridicule et tout ça. Mais bon, moi, j'ai quand même organisé le plus gros mangeur de chantilly sur Saint-Nu. Je veux dire, va le faire maintenant. T'as mis tout, t'as tout le bordel, t'es en prison. Ça passe pas maintenant. Ça passe pas, hein. Donc, tu vois, non, mais bon, c'était des trucs, combat. Faudrait que maintenant, la chantilly, elle soit bio, score A, score D ou E, ça passerait plus. Oui, bien sûr. Combat de catch, tu vois, des combats de catch dans de la boue, dans le bar, tu vois, les surfeurs, c'était quelque chose. Donc, il fallait toujours pour moi des thèmes de soirée, tu sais, pendant le Rip Curl Pro, des thèmes de soirée, tous les trucs, tu vois. Maintenant, c'est même pas c'est inconcevable. T'as tout, t'aurais toutes les associations sur toi, tous les trucs. Puis bon, maintenant c'est chaud, il faut plus rigoler et tout ça. Bon, de toute façon, on peut plus rigoler maintenant. Donc c'est une autre époque. J'ai pas de nostalgie parce que je l'ai vécu, tu vois. Mais ça me fait chier pour ceux qui l'ont vécu et qui voient tous les interdits qu'il y a maintenant, tu vois. Et pour ceux qui l'ont pas vécu et qui écoutent ce que tu racontes depuis tout à l'heure. Ah ben ouais, c'est clair. Ouais, il y en a plein qui aiment bien la chantilly. Ouais. T'aimes bien? Ouais, moi j'aime bien la chantilly, ouais. Non, c'était super, c'est bien. Non, sans transition, j'ai souvenir qu'en 2005, j'avais participé en plein hiver à la réouverture du Rock Food après travaux. Ouais. Et le Rock Food avait complètement changé d'apparence. Ouais. Tu avais supprimé tout le côté un peu bois. On était sur quelque chose de beaucoup plus presque nightclub, en fait. Ouais. Et ça, la volonté, c'était justement d'aller plus dans cette direction de boîte plutôt que de bar. C'était...
le rock food d'avant a eu son époque. Et moi, j'ai évolué avec l'évolution de l'époque. C'est-à-dire que le rock food en bois, les trucs, tout ça un peu destroy, c'était un peu dépassé. Et puis maintenant, les marques, les gens qui venaient, tout ça, ils cherchaient autre chose. Et puis la clientèle d'Hossegor a changé. Il y a eu beaucoup de Parisiens, de gens un peu qui venaient, qui ont acheté des baraques secondaires, tous les trucs, tout ça. Donc ça a évolué. Hossegor a évolué. Donc après, c'est devenu plus professionnel. Puis je me suis adapté à un truc. Il y avait toutes les planches, mais bon. Après, c'était dans des box en verre avec la petite télé qui était reliée à une clé USB chez Billabong qui changeait automatiquement tout par Internet. Tu vois, tout a été, 20 écrans géants avec des espaces publicitaires que je faisais pas payer, mais que je mettais à disposition des marques et tout ça. Et voilà, donc là, ça commençait un peu à être différent. Et c'est marrant parce qu'en fait, ça correspond aussi au changement de style des surf shops. Ouais. Les surf shops étaient très bois et un peu de do it yourself. Alors, et dans les années 2005-2010, c'est devenu hyper aseptisé. Ouais. Et en plus, c'est les marques de surf qui m'ont fait mon bar. Hein. C'est eux qui t'ont financé le... Ben oui, j'avais un peu plus d'argent, mais comme moi, je voulais pas me tromper dans la déco, dans le truc, tout ça, chaque marque de surf adaptait un peu le style le créneau dans lequel ils voulaient aller. Donc, tu vois, tu avais une partie du bar qui était Billabong, partie Quicksilver, Rip Curl. Tu vois, et après, je m'accordais un petit peu de trucs à part, tu sais, au plafond, parce qu'il y avait Volcom, il y avait des marques qui montaient comme ça, tu vois, Talent Country, donc que j'étais obligé quand même de... Donc après, c'est devenu un peu plus commercial. Moins fête, plus commercial, plus business. Moins fête surf, mais ça restait quand même un lieu incontournable pour faire la fête. Incontournable pour la fête, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais bon, c'était plus... j'aime pas ce mot, mais bon, j'avais perdu les locaux, tu vois, les locaux venaient plus trop, parce que ça avait perdu pas l'âme. L'âme, elle y était toujours, mais ça avait perdu un peu le côté rock'n'roll, 100% rock'n'roll. Ça, tu le mets entre autres sur le compte de la déco, du changement de style du bar ? Oui, changement de style et puis changement aussi de clientèle, tu vois. Je veux dire. Après, on était un peu plus strict sur la façon de s'habiller, tu vois. À l'entrée, je filtrais un peu parce que bon. T'avais plus le droit de rentrer en tongs ? Si, t'avais le droit de rentrer en tongs, pas de problème. Mais bon, moins destroy qu'avant. Ouais. Avant, je dirais, mais il rentrait les sacs à dos, pas de sacs à dos. Il y a eu le problème des attentats, des trucs. Donc, tu vois, après, tout a évolué. Vigipirate, tu pouvais plus rentrer les trucs. J'extrapole, mais ça. Et puis après, les mecs, moi, à l'époque, ils venaient, ils avaient les sacs à dos, ils consommaient 2-3 bières. Après, ils se foutaient dehors, ils vidaient leurs canettes de bière sous la table. Donc, tu vois, c'était tout un truc. Donc, après, j'avais mis de l'argent. Donc, il fallait quand même que je rentre dans mes fonds. Donc, et puis après, bon, certaines personnes c'était trop décalé par rapport à avant, tu vois, je veux dire. À quel niveau ? Ben, les gens. Tu vois, un gens qui arrivaient un petit peu BCBG. Ah oui. Un petit polo, tu vois, Quick au Billabong, tu sais, qui avait changé. L'autre qui arrivait Destroy avec son débardeur Bintang qui sentait la transpiration. Tu vois. Ça passait plus. Non. Donc, il a fallu faire un choix et j'ai choisi un peu ce créneau, tu vois. Voilà. Mais c'était un peu la fin d'une époque. Il était temps que je passe la main. Et alors justement, toi, t'as passé la main à quel moment ? Il y a une dizaine d'années. Ouais. Mais en permettant de conserver le nom quand même. Oui, ils ont gardé le nom, tout ça, mais bon, mon pote FX, c'est pas trop... Donc, quel nouveau propriétaire du lieu ? Ouais, il est gérant, mais c'est pareil. Mais il tenait le Seaside avant, et puis il a pris le relais avec le Rock Food. Et bon, c'est un professionnel, ça, c'est un super pote et tout ça. Mais bon, lui, il est pas branché trop surf, tu vois. C'est pas son. Lui, il est plus, c'est musicalement et plus, il est plus moto, il est plus sport mécanique, tout ça. Donc voilà. Donc. Est-ce qu'il a su recréer auprès des motards Oui, voilà. C'est devenu un lieu de rassemblement pour les motards comme ça. Je peux pas dire motard, c'est toujours, il y a quand même un peu de surf, il y a un peu de tout ça. Mais bon, c'est moins surf qu'avant, tu vois. C'est autre chose. C'est autre chose. Il fait venir des DJ, des trucs musicalement, tu vois. Musicalement, c'est totalement différent. C'est un autre style. C'est super bien. Ça tourne pareil, tout ça. Mais c'est un autre style, tu vois. Voilà. Puis le rock food surf d'avant, quoi. Et si on te balance quelques questions rapides et spontanées. Sur la Chantilly ? Non, pas sur la Chantilly, sur ta clientèle. Le plus énervé de tous les surfeurs.
Rodker, Ross Clark Jones, John Chimuka. Parco était pas mal aussi. Hein. Il paraît que Parco Ouais, est... Parco vénère, ouais, c'est déjà pas mal. Hein. Ouais. Le plus sage? J'allais dire Jérémy Flores, non, je plaisante. Non, le plus sage, c'est... ça dépend des soirs. Parce qu'il y avait chacun qui avait un soir un peu... Kelly Slater, c'était le plus sage, mais des fois, il aimait bien faire la fête quand même. Il a eu quand même, au début, il avait quand même... Mais il a été toujours très, très calme, très... Lui, c'était pas trop la beuverie. Lui, il aimait bien faire la fête, mais il aimait bien chanter, tu vois. Je veux dire, après, calme, non, ça manque de nom. Alors, les plus discrets, dans le sens, ceux qui le cachaient le mieux, ceux qui étaient le matin tout frais sur la plage, mais qui étaient quand même jusqu'à là très tard le soir. Waouh, ça, il me colle. Taylor Knox, je pourrais sortir encore, je pourrais monter, là, ça me colle, là. Et les plus recherchés, c'est-à-dire que les gens venaient voir chez toi. À l'époque, c'était, bon, bien sûr, Kelly Slater, mais il y avait aussi Parco, il y a eu Tom Carroll, qui était très... ceux qui avaient tourné un peu dans les films, qui étaient un peu connus, tu vois, Ross Clark Jones, c'était beaucoup à la mode. Il y avait un surfeur qui était un peu un top modèle, que toutes les filles... Bedford Brown. Stuart Bedford Brown, exactement. Tu connais bien Quel âge t'as? 42 ans. D'accord. Tu as une très bonne connaissance, que c'est exactement lui que je voulais dire. Ouais, c'était un peu le playboy, tu vois, donc il était chez Oxbow à l'époque, et les filles, lui, il avait un succès avec les filles, donc tous les surfeurs étaient... En plus, une année, il avait gagné la Cano juste avant. Ouais. Voilà, quand il est venu, là, Ouais. là c'était pire que Slater quand il venait à Rockfoot. Hein. Ah, les filles, c'était barjo. Ouais. Lui, il est devenu présentateur télé en Australie, après. Ouais. Ça m'étonne pas parce que à chaque fois, il était interviewé quand tu avais les petits trucs de l'été. Là, tu avais une émission qui. D'ailleurs, tu étais paru dedans. Sur TF1. Ouais, sur TF1, l'été, il y avait 3 émissions qui retranscrivaient Lacano, au Segor et Biarritz. C'était Roland, l'homme qu'il était, ne dort jamais. Ah oui, c'était Vincent Hardy. Exactement. C'était avec un triporteur orange. Ouais, et t'avais une casquette boy. Ouais, je m'en rappelle. Que t'as eu pendant longtemps, ouais. Ouais. Mais après, elle est tombée en lambeaux. Ouais, on a fait un reportage, ouais, je me rappelle. Ouais, on continue le petit questionnaire, c'est bientôt fini. Le plus drôle. Le plus drôle? Bourré, tant qu'à faire. Hein, ouais. Il y en a tellement de trucs. On n'avait pas trop de complexe. Je crois que le plus drôle, c'est quand on était parti au cul nu, tous à poil. Moi, je dirais pas de nom, mais bon, tête de lisse, Brad Gerlach, tout ça. On était partis tous à poil, surfer avec les planches. Et eux, ils hallucinaient de voir des mecs. Alors, comme ils fracassaient les surfs, tu avais de moments 200 personnes sur la plage. Puis ils osaient même plus sortir, parce qu'il y avait la trouille, il y avait des mecs et des trucs. Bon. Puis il y avait les casernes, et beaucoup de clientèle homosexuelle et tout. Donc pour eux, c'était un autre monde, c'est une autre planète. Ça, c'est un truc. Après, des anecdotes, il y en a plein. Il y a une fois, comment ça s'appelle, au Kilupo, il avait enterré ses planches à même pas 200 mètres de la compète pour les avoir. On avait fait la fête, je me rappelle, jusqu'à 5 heures, et puis il s'est pas réveillé, puis la machine pour nettoyer la plage, elle est passée, elle a broyé tout son quiver de planches, je crois qu'il y avait 10 planches, tous les trucs, les trucs, ouais. Et dernière question, on va te demander du name drop, le plus lourd quand il est bourré. Le plus lourd? Ouais, qui était relou à gérer, quoi. Je crois que c'était Mike Campbell, très lourd à gérer. C'était pas le plus lourd à gérer. Les Tahitiens, c'était pas mal, hein, quand même. Hein. Il y avait quelques Tahitiens qui étaient vraiment, il y avait du lourd, hein. Il y avait du lourd. Les Tahitiens, quand ils ont un peu bu, j'adore Tahiti, j'adore les Tahitiens. Mais alors, pour les gérer, quand ils ont bu, même entre eux, je te dis pas. Mais bon, c'était bon enfant, quand même. Il y a pas eu trop de cassos que quand tu les voyais arriver, tu te dis, putain, celui-là, s'il est trop bourré, parce que puis il y avait beaucoup de filles à l'époque, tu vois, je veux dire. Donc, comme ils étaient très sollicités, tu vois, donc après, souvent, les filles, elles les aidaient à rentrer. Il y avait toujours un moyen de... Il n'y a pas eu trop de lourdingues, tu vois, c'est pas comme des... Non, je peux pas dire... D'ailleurs, ça me marque pas, donc je peux pas dire de nom. Pas que je veux pas le dire, mais... Très bien. Bon. Voilà.
Change de sujet, mais avant que toi, tu passes la main du Rock Food, tu disais il y a une dizaine d'années, je me souviens que tu as produit, ou en tout cas, tu as coproduit des films de surf, notamment un film sur le trip des surfeurs français au Mentawai. C'était... C'est Daz qui l'avait fait. Ouais, exactement. Ouais. Mais c'était un film Rock Food qui a été encarté, je crois, dans Surf Session. Donc, ça montrait à quel point tu pouvais même financièrement, en fait, qu'un bar se permette de financer ça en disait quand même long sur sa réussite. Et dedans, je me souviens qu'il y avait aussi un bonus sur une asso que tu parrainais, que tu gérais, parce que déjà à cette époque-là, tu passais beaucoup de temps à Bali. Tu peux nous en parler un petit peu? C'est une association d'enfants handicapés. Puis moi, j'étais à Bali quand il y a eu l'attentat. Ouais. Et bon, je parle. Puis on raconte sa vie, et moi j'étais à l'époque, j'avais pas trop de thunes, et moi j'étais un peu VIP là-bas quand je passais les hivers là-bas. Donc on peut préciser, c'était peut-être 2001, Sari Bali, décembre 2001, je crois. Sari Bali, énorme club. En 2001, tu vois, en 90, j'amenais tous les gens au Sari Club, et moi j'avais les bintang gratuits, la bière gratuite, moi j'amenais tout le monde ça. Donc malheureusement, j'avais amené les 4 jeunes qui ont été, et j'avais dit venez au Sari Club, et la bombe a pété. Et c'était le samedi, et moi la veille, j'ai pris une cuite terrible. Et je me suis pas levé le samedi. Et quand ça a explosé, mon immeuble, l'hôtel s'est écroulé. Ça, j'étais là-bas, tu sais. Donc, quand je suis sorti, ça a été un choc terrible. Tu vois, je veux dire, t'as l'impression d'être en guerre, tu vois. Le mec qui court, pas de bras, des trucs, c'est les chiens, tout. Puis le Sari Club, il était à 400 mètres. Je suis sorti, c'était un trou, c'était la folie. Et donc après, j'ai décidé de monter une association d'enfants handicapés. Et c'était un petit centre où il y avait une dizaine de gosses. Après, il y a eu 49 gosses. Et puis avec les marques de surf, Rip Curl, Billabong, il y avait également la marque d'Ossegor, Culture Sud, Southwest, qui m'avait aidé en me donnant des fringues, tout ça. Tout ce qui passait pas pour les férias de Dax, tu sais, les foulards, les t-shirts, ça, ils me donnaient tous les stocks, tout ça. Donc, tu avais Bali qui était tout en rouge et blanc. J'avais 40 000 pièces, t'imagines? Donc, tout Bali, je distribuais à tout le monde, tu vois, pour les fringues. Et puis, j'avais aidé cette association et les surfeurs étaient venus, justement. On avait récupéré avec ce film, on avait vendu les bénéfices. C'était pour cette association. Ils étaient venus au centre. Tu vois, ça avait un suivi de tout ça. Et puis, ça avait permis à mon niveau d'aider 49 gosses handicapés. On les a amenés surfer, tout ça. Bon. C'était rigolo. Et en plus, je le prenais. Voilà, c'est marrant parce que j'ai le film qui est sorti là, tu sais, et moi, à Bali, quand je sortais avec les enfants handicapés, on louait un bus, on les chargeait dedans, et puis on allait à la plage. Je le mettais sur le planche, il avait qu'un bras, il tournait en rond, donc on changeait de côté. C'est rigolo, tu vois, mais on les foutait sur le sable, ils avançaient comme ça. Mais bon, c'est pas que c'était rigolo, c'était pour eux, ils avaient jamais vu la mer. Mais moi, je les considérais comme tout le monde, comme toi. Alors, pour ceux qui venaient, qu'ils étaient un peu choqués, je les prenais comme ça et tout, sur les planches de surf, le bodyboard, mais moi, j'avais l'habitude, tu vois, je passais quand même 8 mois avec eux, 10 ans, et puis c'était des grands moments. Puis bon, après, ils étaient assistés, ils avaient la nourriture, parce que là-bas, ils avaient du riz à manger, donc je faisais des containers d'eau, de nourriture, tout ça, donc voilà. Je voulais rendre un peu l'ascenseur de ce que m'avait donné Bali, tu vois. Puis j'étais choqué. T'as un attentat, c'est pas tous les jours que t'as un truc comme ça, tu vois. Donc, moi, j'ai été choqué pas mal de temps, tu vois. Puis je suis resté après l'attentat et tout ça. C'était comme le Covid, hein. Pendant 2 ans, il y a eu personne, hein, à Bali. Personne, zéro. Donc, moi, j'ai soutenu, j'étais là, et puis voilà. Et toi, en voyant ça, tenant un établissement en France, ça te faisait pas flipper après parce que c'est quand même... C'est un événement majeur. C'est une question très pertinente. Moi, c'est après quand il y a eu les attentats et tout ça que je me suis dit, waouh! Je me suis dit, ça peut t'arriver chez toi, ça peut arriver n'importe où, parce que quand ça tapait là-bas, personne n'avait l'habitude d'attentats. Bon, on était toujours à l'Irak, on était à Beyrouth, tous ces trucs. Pour nous, c'était que ça, c'était loin de chez nous. Mais là, quand ça te tape en plus dans un pays comme, Bali, bon, c'était hindou, mais bon, il y a que c'est musulmans partout, tu vois, mais ça fait peur. Et puis après, moi, c'est vrai, j'ai réfléchi à ça, j'y ai pensé, tout ça. Après, j'ai une autre image, j'avais plus la même vibe pour le bar, tu vois, je veux dire, parce que j'ai été vraiment choqué, hein, quand même, quand ça a pété l'attentat, il m'a fallu quand même 1 ou 2 ans pour redescendre un peu, c'était quand même assez... Mais après, c'est revenu comme avant, mais bon. Au début, c'était chaud. Et après avoir tourné la page pour de bon du Rock Food,
à Osgore. Ouais. Toi, t'es parti au Mexique, Ouais. où t'as remonté un Rock Food. Ouais. L'idée, c'était sur le moment de faire la même chose, pour le coup, de reproduire. On parlait tout à l'heure de franchise, projet avorté, mais tu voyais le faire la même chose pour faire quelque chose qui avait le même nom? C'était pas moi, c'était une affaire qui tournait pas. Donc moi, j'ai amené mon nom et j'ai reconstruit ce que j'avais fait à Hossegor, tu vois, là-bas. En mode surf bar, quoi. Surf bar, sur la plage et tout ça. Donc le gars, il y avait rien du tout sur la plage. J'ai dit, écoute, bouge pas. J'ai pas d'argent, je t'amène juste 2 valises, une valise de souvenirs et une valise d'expérience. Laisse-moi faire, je gère. J'ai refait pareil là-bas. Ça commençait à bien marcher. Et après, j'ai pris l'ouragan Patricia, qui correspond à Irma, qui a eu un truc. Et là, des vagues de 15-20 mètres, j'étais au bord du truc tout rasé. Il y a eu des pointes à plus de 300 km/h. Moi, j'étais sur la plage. Donc, on a pris le vent au début. Et après, il n'y avait plus rien. Donc, voilà. Et pour bosser au Mexique, tout le monde sait que c'est un pays où être investisseur étranger au Mexique sur des commerces, notamment des commerces de fête, c'est toujours un peu, ça peut être un peu chaud. Toi, tu n'as pas ressenti ça? Alors, juste une chose, au Mexique, moi, je ne suis pas venu avec les mêmes intentions. Déjà parce qu'il y a le poids des années, mais aussi il y a le fait que, bon, là-bas, je n'ai pas investi. J'ai été pour... je voyais un établissement où il n'y avait pas beaucoup de monde. Je dis, écoute, si tu veux, moi, ton établissement, je le remets, je refais fonctionner avec ma façon de faire, mon truc, tout ça. Et puis maintenant, c'est plus basé, c'est plus restaurant, tu vois, c'est plus avec des vidéos, toujours dans le surf, mais c'est fini la fête. C'est plus la fête. Pour plein de facteurs, c'est que déjà, je suis pas chez moi. Déjà, le Mexique, c'est pas Osgore, tu vois ce que je veux dire. Et puis, faut faire attention toujours, hein. Mexique, c'est le Mexique, hein. Oui. Puis même, faut faire attention à pas prendre trop de parts de marché à d'autres gens qui pourraient... c'est surtout ça, parce que je reviens encore, c'est que mon côté professionnel, et c'est pas un côté prétentieux de dire que je suis bon dans ce que je fais, mais c'est un côté aussi négatif, parce que vu que je suis bon, je suscite des jalousies, des trucs, tu imagines, un petit Français, un Frenchie qui vient au Mexique et d'un petit établissement où il y a 10 personnes et qui maintenant il y a un peu plus de monde et tout ça. Donc, faut pas faire de bruit, tu vois. Je fais pas de bruit là-bas. Je suis tranquille, j'ai ma vie, tu vois, c'est une autre vie. Donc là, aujourd'hui, toi, t'as ce restaurant. Ouais. Tu passes voilà, l'année là-bas. J'ai un gars qui avait ce restaurant et puis je dis, voilà, je viens, je bosse avec toi, tu vois, et puis je fais un petit truc tranquille, j'amène mon savoir-faire, tout ça, et puis je suis avec lui. Bon, lui, le problème qu'il y a, c'est que comme il a pas de personnalité de forte ou truc comme ça, c'est moi qui fais tout, tu vois, moi, je carte blanche, je fais... Voilà, donc, comment s'appelle l'endroit? Là-bas, ça s'appelle San Pancho Marino. C'est à San Pancho. Et voilà, c'est un petit restaurant. Et puis bon, j'ai la famille Mignot qui est à Sayulita. C'est à Sayulita exactement. Et donc voilà, si vous passez dans le coin du côté, il y a des vagues. Je peux faire la pub. C'est comme Osgore il y a 30 ans. Bali, il y a 30 ans aussi. Donc c'est hippie. C'est surfeur, il y a des clubs partout, et il y a des gens très très riches à côté, c'est un peu un Venice Beach, tu vois, mais très très roots. Voilà, à 10h, c'est le couvre-feu, tu vois, dans le petit village où je suis. Sayulita, c'est la fête jusqu'à 2-3 heures du matin, mais là où je suis, c'est plus tranquille, et puis voilà. Donc, c'est une bonne destination. Tu fais des choses que tu fais plus ici. Tu vois, alors ça, c'est bien. Voilà. Et comment tu as eu plus envie au Mexique d'investir, enfin d'aller bosser, qu'à Bali, que tu connaissais très bien, où tu avais tes connexions? Alors, Bali, je connaissais 25 ans, tu vois, je veux dire, même plus, 28 ans. Mais Bali, c'est plus dur. C'est plus, ça s'est très radicalisé, tu vois. Les extrémistes, tu vois, ils ont quand même, ils n'ont pas pris le pouvoir, mais il y a leur empreinte de là-bas, tu vois. Faut oublier que c'est quand même musulman, tu vois, je veux dire, et que ils ont changé les règles, tu vois. Donc il y a quand même t'es pas franchement tranquille là-bas, tu vois. C'est toujours paradoxal. Si c'est musulman, c'est quoi? C'est que parce que ça reste quand même une île. C'est musulman, c'est une île, c'est hindou, mais toutes les îles autour c'est musulman, donc c'est une autre culture. C'est un peu
c'est pas péjoratif, mais bon, Bali, c'est un peu la fête, tu sais, les interdits, les trucs, Ouais, tout ça. l'exception de l'archipel. Voilà, l'exception, tu vois, c'est un peu le petit diable qu'on de ces îles, tu vois. Donc, et c'est toujours à risque, tu comprends. Donc, voilà. Donc, il y a eu une bombe en 2002, je sais pas. Et puis, bon, ça a changé beaucoup, Bali, tu vois. Je veux dire, ça a beaucoup changé. Ça s'est modernisé, comme Osgore, comme tout ça. Mais bon. En plus de ça, il y a un climat une empreinte très, très forte, tu vois, au niveau de la religion, qui fait que je me sentais pas monter un truc là-bas. Et je préférais le Mexique. Après, le Mexique, tout le monde dit du mal du Mexique. Bon, la drogue, le ci, le là, tu sais quoi, moi, je touche du bois, j'ai jamais été emmerdé par les cartels, du moins là où je suis maintenant. Faut pas toucher à la drogue, tu vois. Il faut éviter, comme tu dis, de faire un endroit festif avec des filles qui dansent sur le bar, la fête jusqu'à 4 heures du matin, parce que ça suscite bien sûr des jalousies et ça amène une autre style de clientèle propice à la drogue et tout ça. Et puis moi, c'est plus mon truc. Je préfère aller surfer, pêcher, et puis voilà, une autre vie. En parlant d'autres vies, est-ce que tu as déjà réfléchi à ce que tu aurais pu faire de la tienne si tu n'avais pas eu ce goût pour le monde de la nuit? Genre, tu as ouvert un surf shop au début des années 80. Ouais. Tu t'es jamais dit, peut-être qu'en fait, j'aurais pu aussi continuer dans cette voie ou autre? Non, autre chose, j'aurais sûr que j'aurais fait du cinéma. Devant la caméra? Ah oui, devant la caméra. Ok. J'aurais été acteur. Ouais, je me serais très bien vu acteur. Et c'est pas pendant, non, c'est comme ça. C'est vrai que je serais. Et ma grande gueule, je crois que je serais passé un peu. J'aurais été à Hollywood, j'aurais fait des ménages au début, mais après j'aurais fait quelque chose parce que j'ai envie de percer, tu vois, de faire un truc, tout ça. Et puis là, comme je savais que faire que ça. Mettre de la musique et un micro, c'était ma seule référence. J'ai arrêté l'école assez jeune. J'ai perdu mon père, j'avais 14 ans. Donc après, beaucoup de choses ont évolué. Donc, j'avais pas trop d'autres opportunités, quoi. Et tout à l'heure, on a parlé du coup de la fête et des années 90 avec tous ces abus. Le côté un peu triste, c'est quand même, il en manque aujourd'hui quelques-uns qui sont plus là aujourd'hui. Ouais. Toi, ça te fait quoi il y a vachement de nostalgie, on sent sur tes comptes Instagram, les photos que tu ressors de cette époque qui était l'âge d'or du surf, qui a été une époque dont tout le monde est un peu nostalgique aussi, je pense, ici. Voilà, avec du recul, de dire est-ce qu'il y en a qui sont allés un peu trop fort dans ce délire-là, et si oui, comment tu juges ça? C'est triste, c'est triste, mais bon, comment t'expliquer? C'est pas évident. Pour parler d'Andy Iron, c'est un truc. Andy Iron, ça m'a beaucoup affecté parce que pour moi, c'était le meilleur. Mais c'était too much dans tout. C'était un très grand sportif. C'était un mec qui aimait la fête, mais et puis qui était mais nos limites. Mais voilà, il a vécu comme il est mort. Voilà. Après, chacun est maître de sa vie. Donc après, on n'a pas à juger rien du tout ça. Je crois que la peine, elle est pour ceux qui restent. Tu vois, je veux dire. Donc ça, c'est dur. Tu vois, tu parles d'Andy, mais on peut parler aussi de Sonny Garcia. Tu vois, j'étais Sonny Garcia. Tu vois, c'est dur aussi. Tu vois, donc tous ceux qui connaissent l'histoire, tout ça, c'est pas. Et ça, c'était des figures quand même. C'était des figures. C'était quand même des vitrines du surf. Même maintenant, c'est encore des exemples. On en parle des dizaines d'années après, tout ça. Mais bon, après, voilà. Et après, il y a John Shimuka qui lui, c'est également qui a mis fin à ses jours. Donc, c'est pas pareil. Oui, sa femme est morte d'un cancer. Donc, puis ils étaient tellement près. Ils étaient dans la fête, dans les trucs, tout ça, mais. Puis c'était dur, quoi. Je crois que c'est ça le plus. Oui, parce que lui, avant de mettre fin à ses jours, il avait une vie bien calée. C'était un des plus gros agents de sportifs sur le marché. Sur le marché, tout. Donc, c'était quand même. Il y a quand même il y a beaucoup qui ont fait des reconversions vraiment, tu vois. Donc, et donc voilà, ça a été dur, quoi. Et toi, par exemple, des gars comme Andy Irons ou même d'autres qui, à un moment où qui est tombé bien bas, tu les voyais d'année en année où tu te disais bon. Là, c'est plus drôle, ou ça devient moins drôle, ou tu t'en rendais compte? Parce que tu les voyais d'une année sur l'autre, en fait. Ouais, mais comme j'ai dit, moi, je porte pas de jugement. Tu vois, chacun fait sa vie comme il entend. Après, moi, je le voyais. On a fait des fêtes ensemble, on a truc, ça. Chacun a sa façon de faire la fête. Mais après, moi, j'ai pas. Je préfère pas en parler parce que c'était des amis. Donc déjà, ça me fait de la peine, tu vois, de savoir qu'ils sont plus là.
Parce que ça c'était quand même des mecs entiers. C'était des mecs, comme il y en a plus beaucoup, tu vois. Je crois que un que je pourrais comparer à ce style de personne, mais rien à voir avec les excès, rien du tout, mais au niveau du caractère, au niveau du charisme et tout ça, c'est Jérémy Flores. Jérémy Flores, c'est pour moi, c'est un gars qui est rock'n'roll, qui a jamais fait trop d'excès. Bon, aussi, qui a fait la fête, on a fait des grosses fêtes avec lui, je veux pas me voiler la face, on a fait des grosses fêtes, mais jamais dans tout match dans l'excès. Mais à côté de ça, c'est quand même quelqu'un de sportivement, putain, il a gagné quand même Chopo 2 fois, c'est quand même une référence, c'est quand même une image, c'est quand même, j'en parle avec admiration parce que il a sa carrière sportive, mais il a réussi également son côté personnel. Il a 2 gosses, il a une belle femme, il s'est implanté à Tahiti, il est de la Réunion, tu vois, avec son père et tout ça. C'est un exemple. Pour moi, c'est un exemple. Et puis j'ai regardé aussi, c'est marrant, vous parlez de ça, j'ai regardé aussi, j'ai parlé avec lui de ça. Il en a parlé aussi de ces chocs quand même. C'est quand tu touches le fond, tu vois, t'es pas obligé de toucher le fond en étant seulement dans les excès. Tu peux toucher le fond aussi en étant également dans une pression, tu vois, soit médiatique, soit sportive. D'ailleurs, il fait un reportage comme Camille Lacour et tu vois, il fait un truc là sur justement ces problèmes du fait que tu es au top et puis d'un coup tu n'es plus rien, tu vois, je veux dire, donc voilà. Toi, tu gardes encore contact avec tous les pros avec qui que tu as fréquenté? Tous. Et justement, il y a quand même un gros problème de descente après la célébrité. Ouais. C'est vrai que tout le monde le gère pas pareil. Tu as parlé de Sonny, tu as parlé... voilà. Ouais. Tout le monde le gère. Il y a Todd Holland, il a pris 30 kilos. Il y a plein qui ont évolué. Tu vois, je veux dire, même Rodker, il est quand même responsable de l'émission, là, tu sais. Bondi Rescue. Bondi Rescue, c'est un peu comme le truc c'était à l'époque comme Alerte à Malibu, tout ça. Donc, bon, lui, ça va, mais il y en a, c'est vrai, qui n'ont pas. Glenn Winton, je crois qu'il est veilleur de nuit. Tu vois, il y en a pas qui n'ont pas réussi forcément leur truc. Mais bon, je crois que c'est partout dans tous les sports. Hein. C'est pas que dans le surf, hein. Dans le football et tout. Hein. Il y a des gens qui ont un truc. Après, il y en a qui réussissent mieux que d'autres, qui font mieux leur reconversion. Parce que dans le football, tu as plus l'occasion d'en mettre de côté pour la suite. Ouais, dans le surf, généralement, et surtout, les gars de cette génération, ils réinvestissaient tout d'une année sur l'autre. Ouais, exactement. Non, ça c'est clair. Donc, voilà. Et là, avec du recul, s'il y avait une année en particulier qui résumait ce fameux âge d'or, le pinacle de l'existence du rock foot, ce serait quoi pour toi? Une année? Une année, ou en tout cas, ou une période, peut-être que je te demande quelque chose de trop précis. Mais... Ouais, 90 à 95, ouais. Les 5 premières années. Ok. Et tout à l'heure, tu nous dis on a fait des trucs de fou. Ouais. Est-ce qu'il y a un truc de fou qui peut être raconté justement pour qu'on puisse se faire une idée? Alors, nous, avec Rémi, on a eu la chance d'y aller il y a très longtemps. Fredo aussi, peut-être. Mais il y a sans doute des auditeurs qui n'ont jamais mis les pieds et qui ne connaîtront jamais ça. Un truc de fou, ça pouvait être quoi dans les années 90? On en parlait tout à l'heure. C'est un peu ridicule d'en parler maintenant, mais bon, c'était très... peut-être dire primaire, tout ça, mais je reviens sur ce concours du plus gros mangeur de Chantilly sur Saint-Nu, tu vois dire. C'était une dame qui était professionnelle, hein, tout ça, et une stripteaseuse, et puis voilà. On mettait de la Chantilly, le mec devait, bon, c'était bête, c'était stupide. Maintenant, ça paraîtrait de notre monde. Mais, à part pour toi, bien sûr, hein. Non. ça faisait partie d'une époque. Voilà, c'est-à-dire, il y avait les concours de t-shirts mouillés dans les campings, ça faisait partie d'une époque. Ouais. Exactement, concours de t-shirts mouillés, tous ces trucs, tout ça, tu peux plus refaire. Et là, c'est des concours, c'est des trucs décalés, c'est des trucs que je faisais. Et ça, c'était un concours, donc je dirais pas tous les surfeurs qui ont participé, tout ça, mais il en manquait pas beaucoup à la liste, hein, je peux te dire. Oui, dans ce genre de concours, tu as beaucoup de participants. Oui. Ouais. Et donc, puisqu'on parle de sucrerie, t'as sorti un single qui s'appelait Chupa. Ouais. Alors, le lien, il est un peu tiré par les cheveux. Ouais. Chupa. Parle-nous de ça. Je sais plus en quelle année c'était, dans les peut-être 2010 ou 2012, je sais plus trop. Ouais, une dizaine d'années, ouais. Ouais. Alors bon, ça a été un délire. Le soir de délire, on avait envie de faire un truc. Donc c'est un morceau, comment tu dis le style, dance? Chupa, dance, tu vois, un peu. Morceau de l'été, un peu. Un peu morceau de l'été. On mettra le lien en description de l'épisode. Ouais, mais bon, le truc qu'il y a, c'est que le mec qui l'a produit, il est décédé. Donc, c'est jamais sorti.
Ah, sur YouTube quand même à l'époque. Ah, oui, YouTube, mais c'était très petit comparé à ce qui devait sortir. Et là, maintenant, c'est plus d'actualité. Alors, je vous annonce un scoop, c'est que je vais le remixer. Parce que j'ai fait une version française aussi, qui s'appelle Lèche. Parce que chupa, ça veut dire chupa en espagnol. Bon, c'est un peu bref. J'avais sorti ce truc pour délirer, puis bon, ça avait été avec tout mon staff, tout ça, et avec des surfeurs et tout. Bon, j'ai pas fait l'unanimité, hein, je vous raconte, parce que je me suis fait un peu massacrer sur les réseaux sociaux, le surf part en sucette, tout ça. Bon, enfin, le prendre au premier degré. Bon, il y a d'autres qui l'ont pas pris bien. Bon, bon, ben c'est comme ça, tu sais, tu t'attires toujours des critiques. Mais j'assume, hein, c'est comme ça, donc. Et donc, mais bon, si je fais une version un peu reggaeton, ça, du côté du Mexique, ça va marcher. Parce qu'il marche très bien au Mexique. Non, mais du coup, tu vas pas faire la version française de Mexique. Faut que tu gardes la version espagnole. Mais j'ai fait une version française, mais ça va être quelque chose d'impressionnant. Je l'ai en plus, là. Ouais, c'est pas mal. Et donc, Chupa, Lèche, il y avait un lien avec ce fameux concours de Chantilly? Indirectement, oui, mais bon, maintenant, on n'était plus d'actualité, donc je l'ai mis en chanson, donc voilà, donc Chupa, c'est un peu après en version française, c'est Lèche. Après, t'as vu l'Adep, ça va rentrer très gros ce soir. Donc tu vois, c'est des images, tu vois, de trucs. Bon. Donc voilà, c'est un peu le truc de la chanson de faire des équivoques, tu sais, entre tous les trucs. Voilà. Donc là, je suis en train de voir pour la remixer, comme j'ai un peu de temps, tu vois, donc peut-être, on sait jamais. Mais du coup, tu t'étais entouré pour faire ce morceau? Ouais. T'avais mis les moyens, quoi. Ouais. J'avais fait dans un studio d'enregistrement, tout ça, il y avait des chœurs, il y avait un DJ qui avait mixé derrière, version électro, tout ça, non, c'était assez fort. Ouais. Bon, donc peut-être le tube de l'été 2025, alors. Ouais, peut-être. Pour cette année, c'est sans doute râpé, mais... C'est un peu chaud, hein. Ouais. On glisse doucement vers la fin de l'émission. La fin de l'émission, c'est 2 rubriques récurrentes. La première, c'est le coup de pression, où on demande à l'invité si elle a une histoire flippante à nous raconter, quelque chose qui le marque encore aujourd'hui. Ça peut être dans le surf, ça peut être dans ta vie professionnelle, dans ta vie perso. Tu nous as parlé de l'attentat à Bali, qui avait sans doute... Ouais, ça c'était un des choses les plus dures. Une autre chose, c'était en surf. Non pas que j'étais un grand surfeur, mais j'aime bien les grosses vagues, donc j'avais pas peur. Et on était à Nusa Dua, et on était parti, et là où les rentrées, à un moment, ça avait plus de 3 mètres, énorme. Et moi, je me suis dit, oula, trop gros, donc je sors. Et je sortais, et je prends la dernière vague, je pars, je fais tout droit, hein, même pas de roller, rien du tout droit pour sortir. Parce que là, je voyais que ça fermait toute la... Et je suis sorti, et puis bon, avec la mousse, j'allais jusqu'au bord. Et à un moment, c'est un grand lagon, pour ceux qui connaissent Nusa Dua. Et le lagon, c'est à marée basse, se vidait. D'accord? Et puis à un moment, j'avais un leash qui était hyper long. Et le leash s'est chopé sur le riff. Sur le riff. Et le leash, pour ceux qui comprennent, le leash m'a tiré au fond. Et j'étais à 2,50 m. Et la planche était en haut. Tu vois, il s'est entouré carrément autour de la patate. Et la planche était en haut. Et moi, il y avait tellement de courant que je pouvais même pas me retourner pour enlever mon leash. Et j'étais en train de me noyer. Et là, j'ai cru que je me noyais. Et là, je me noyais. Et je voyais la planche comme ça, moi, le leash. Et je pouvais... Le courant, pour vider le lagon, était comme ça. Et j'avais même pas la force de me retourner pour enlever le leash. Et la planche serait partie, je serais remonté. J'ai même pas pu. Et il y a eu un backwash terrible à un moment, tu sais, dans le truc. Et ça, c'est le truc. Bon, vite fait, j'ai enlevé le leash. Wow. Voilà, ça, c'était la plus grande peur que j'ai eue en surf. Et c'était un grand moment. Mais ce qui m'a le plus choqué, c'est l'attentat de Bali. Dans le number one, c'est ça. Après, en surf, c'est ça. Sur le coup, là, tu passes. Ouais, surtout que je vois bien le truc. Tu vois le truc. Ton corps qui est tiré d'un côté par le courant et ta bord de l'autre par la vague. Tu peux rien faire. Pourtant, moi, je suis bon en apnée, tout le truc. Je tiens 4 minutes 45 en statique. Il n'y a pas de problème. Je fume pas, et tout. Mais là, tu peux rien faire. Tu peux être n'importe quoi. Donc, voilà. Et la dernière rubrique, du coup, c'est le conseil motivation, le Grom Spirit. Ouais. Donc, toi, bien évidemment, tu as fait plein de choses dans ta vie, dont des étés entiers où tu n'as pas dormi. Ouais. Donc, comment tu restes motivé? Alors, la motivation, c'est de toujours faire du sport. Garder toujours une place pour le sport. Et se dire que on repart avec rien et qu'il faut... La vie peut s'arrêter
du jour au lendemain, de suite, que ce soit à travers la maladie, la mort, l'accident, tout ça, il faut vivre le moment. Alors ça, c'est des proverbes, des principes qu'on dit à la con, qu'on voit tout le monde profiter du moment, mais les 3/4 du temps, les gens le font pas, tant qu'ils sont pas touchés ou affectés par quelque chose qui les a... Et moi, je vis chaque moment comme si c'est le dernier, à fond. Mais d'une façon... quand je fais des abus, tu vois, je fais la fête, tout ça, là, je me suis tapé Bayonne, tu vois, je suis de ça. Bon, après, tu vois, là, j'ai été courir le lendemain, décrassage, tu vois, il faut se remettre, tu vois, faut pas que le négatif prenne, je dis pas que c'est négatif, faire la fête Bayonne, mais le côté, tu vois, excès, prenne le dessus par ton côté. Le côté physique, c'est hyper important, parce que quand t'es bien dans ton corps, t'es bien dans ta tête. Enfin, moi, c'est ma devise. C'est pour ça que je suis resté toujours comme ça. Donc, faire du sport et avoir des passions. Avoir des passions et des buts. Des passions, moi j'aimais bien le surf, j'ai bien aimé la boxe, tu vois, je veux dire, c'était des passions, donc je les ai vécues à fond. Après, j'ai pas pu m'exprimer mieux en surf parce que j'avais ma vie de nuit. Tu finis à 4h du matin, tu peux pas faire le truc. Donc, comme conclusion, je dis qu'il faut profiter du moment et vivre sa passion et avoir toujours des buts, des objectifs. Voilà. Donc voilà, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Roland. On l'a dit. Merci à vous. Merci, Roland. Vous m'avez mis la chair de poule et de se rappeler tous ces souvenirs, tout ça. C'est important pour moi parce que ça a été une page de ma vie. Et puis bon, je l'ai vécu avec tellement de gens que maintenant, quand je croise les gens, on parle toujours des souvenirs, des trucs, ça fait plaisir. Voilà. Pour les auditeurs, en fait, vous le savez, cet épisode, comme tous les autres, sera retrouvé sur les principales plateformes de streaming. On est sur Spotify, sur Apple Podcast, sur YouTube, sur SoundCloud. Et on a aussi lancé du merch, en fait, du merchandising, comme toi à l'époque, Roland. Et voilà, des t-shirts et des casquettes qui sont à retrouver d'abord au shop Embassy, Zone de Sorts. Donc merci à eux pour nous le mettre visible là-bas et très prochainement en ligne. Voilà, on vous partagera évidemment tout ça comme pas mal de photos d'archives. Roland a dit tout à l'heure en off qu'il avait 1,5 million de photos voilà, réparties sur je sais pas combien de disques durs. On espère en récupérer une petite partie. C'est sûr. Parfait. Vous choisissez les acteurs et je vous donne les photos. On va travailler tout ça. Merci encore, Roland. Merci à vous. Avec plaisir. Et quant à nous, on se retrouve très vite avec autour de la table un ou une nouvelle invitée. D'ici là, n'oubliez pas, allez surfer. Youhou.